à tous, merci de nous retrouver dans le cadre de l'émission Politiquement Incorrect pour ce dimanche 29 novembre 2020. L'actualité très chargée cette semaine et nous allons discuter tout au long de cette émission. On reviendra sur les élections régionales qui sont annoncées pour le 6 décembre 2020 dont la campagne a débuté il y a une semaine et l'ambiance autour de ces élections. Finalement, comment va se dérouler l'élection du 6 novembre qui rentre dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation? On en parle au cours de cette émission. On parlera aussi de la réaction des chefs traditionnels de l'Ouest, les chefs traditionnels Bamileke, qui ont écrit pour parler justement de cette crise sociopolitique qui perdure dans les régions du nord et sud-est Cameroun, dans les zones dites anglophone, une solution proposée dans cette missive, cette déclaration des chefs traditionnels. Cette solution ne pourrait être militaire. On en parle et on fait des analyses autour de cette sortie. On reviendra aussi sur la grève des avocats annoncée pour le 30 novembre au 4 décembre 2020. Situation des avocats, crise entre les avocats et les magistrats, le département de la justice qui en souffre. Et pour en parler, on a plusieurs invités, plusieurs panélistes pour cette émission. D'abord, je vais commencer par, à ma gauche, Maître Achou. Vous êtes le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscille et bonjour les compatriotes, n'est-ce pas, de cette panel. Et bonjour aux téléspectateurs. Alors, avant de prendre la première articulation, on va quand même parler de l'actualité qui a marqué la semaine, notamment la mort de Diego Maradona. Je ne sais pas si vous êtes un fan de football, mais Diego Maradona, qui est considéré comme le dieu vivant du football, le génie du football. D'ailleurs, on se rappelle de cette rencontre mondiale Italie, Argentine-Cameroun, où on voyait le Cameroun malheureux perdant, l'équipe camerounaise qui a quand même réussi à venir à bout de cette équipe argentine. On a vu les passements de jambes, on va le dire ainsi, de Diego Maradona. Il s'en est allé. Est-ce que vous avez des petites anecdotes sur l'histoire de ce footballeur-là? Sans bien le connaître, mais on peut bien remarquer que c'est un footballeur qui est reconnu partout dans le monde, parce qu'en regardant les matchs un peu partout, on lui donne une minute de silence, n'est-ce pas, à sa mémoire. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça nous rappelle de l'époque du Cameroun qui était vraiment debout, solidaire et ensemble. Et donc les Camerounais, n'est-ce pas, soutenaient leur équipe, sans tenir compte des tribus, sans tenir compte de l'alliance, sans tenir compte des langues. Le Cameroun était le Cameroun lorsqu'on a vu ce match. Mais je suis en train de rêver que cet esprit qui existait au Cameroun à l'époque revient. C'est pas parce qu'il y a la démocratie, n'est-ce pas, qu'on doit se prendre comme des ennemis. La démocratie, c'est la démocratie, ça vient, ça divise, mais ça ne doit pas nous faire, n'est-ce pas, se séparer. On doit accepter tout un chacun comme il est. On doit accepter, n'est-ce pas, d'avoir des désaccords. On doit accepter, n'est-ce pas, d'être d'obédiences différentes et divergentes. Et nous devons vivre ensemble. On veut, on ne veut pas. C'est ça, nous sommes tous des compatriotes et on doit respecter notre pays. Alors, pour parler justement de cette division, et comme si vous le saviez, dans la première partie de cette émission, qui est la revue des grandes unes, le quotidien Émergence revient sur l'unité nationale et nous parle justement de cette division constatée au sein du Cameroun et s'interroge à qui profite des profondes divisions qui minent aujourd'hui le triangle national. Personne n'en profite. Personne. Nous tous, nous sommes des perdants. Nous perdons. Nous tous. C'est la démocratie qui a ramené ça. Vous voyez, quand on avait vraiment la dictature sur Aïdjo, personne ne pouvait oser de dire le contraire. Donc nous sommes dans l'ère de la démocratie. Une certaine nombre de choses sont autorisées, puis que ça soit fait dans le carnaval prévu par la loi. Bon, cette démocratie que nous sommes en train d'apprendre, parce qu'on ne va pas mentir, l'Africain n'est pas démocrate. L'Africain n'est pas démocrate. Et nous allons l'apprendre et c'est un processus qui va prendre son temps. Je suis content qu'à l'heure actuelle, les jeunes sont tellement intéressés, plus intéressés qu'avant, parce qu'à notre époque, nous, à leur âge, n'avions pas, n'est-ce pas, d'intérêt dans la politique. On était découragés. Mais pour le moment, je constate que les gens sont plus intéressés, qui est une bonne chose. Mais on doit savoir que c'est quelque chose à apprendre, ça prend du temps. Ça prend du temps. La seule chose, c'est que malgré ces divergences d'avis et d'opinion,
On doit toujours rester solidaire comme Cameroun. Mais avant, on a quand même vu qu'il y avait des divergences d'opinions différentes, mais on n'a pas constaté cette division. Aujourd'hui, on parle des divisions ethniques, tribalistes qui est mis en avant, des mouvements Tontina, Sardina, 10 millions de nordistes. Aujourd'hui, la sécession du pays qui est prônée par une partie des Camerounais, ce sont comme des situations qu'on n'a pas vécues il y a 15 ans, 20 ans au Cameroun, qui, depuis près de 5 ans, perdurent. Je dis que c'est la démocratie. Mais la cause de la démocratie est depuis plusieurs décennies. Il faut noter que sur le régime Aïdjo, apparemment vous n'avez pas vécu ça. C'était pas comme ça. Le régime Paul Biya, c'est 38 ans. Non, le régime Paul Biya, après 87, là, lorsque le gouvernement est installé au Cameroun, est devenu un peu différent. Entre la session au pouvoir en 88 jusqu'à 87, c'était un peu différent. Mais après, lorsque la démocratie s'est installée, nous avons cette divergence. Et moi, je pense du fait que nous sommes toujours à l'école de cette démocratie. Parce que on doit comprendre, dans un petit pays comme le Cameroun, il y a 300 partis politiques. Pourquoi on ne doit pas tribaliser la politique? Parce qu'il faut noter que chaque personne, n'est-ce pas, commence d'abord par son foyer. Pour convaincre les gens de son foyer, de l'esprit d'adhérer à son parti. Et c'est comme ça que ça commence à s'étendre jusqu'à aller un peu partout dans le pays. 300 partis politiques, n'est-ce pas, ne peut pas avoir de pouvoir zéro possible, n'est-ce pas, de ne pas avoir des partis tribales. Et c'est à cause de ces partis tribales, n'est-ce pas, que nous subissons beaucoup de choses dans ces pays. Les partis politiques, vous voulez pas le nombre d'ethnies qui... Nous avons à peu près de 250 ethnies, on peut manger, on a 300 partis politiques. Donc, il faut comprendre. Si on décide de compacter ça seulement à 5 ou à 3 partis politiques, les choses seront différentes. Parce que les partis seront plus représentatifs. Mais pour le moment, c'est compliqué parce que la démocratie est très ouverte, ça contrôle le Cameroun. Voilà, on sera avec vous tout au long de cette émission, Maître Achou. Je prends tout de suite rapidement le deuxième invité, le représentant du Social Democratic Front, le SDF, Ismaël Donke. Bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. C'est un plaisir de vous avoir encore ce jour. C'est un plaisir partagé, Priscille. Tu sais, c'est toujours un honneur pour nous de venir éclairer la lanterne des Camerounais sur les questions qui semblent parfois échapper à leur entendement des profanes ou bien des personnes qui ne comprennent pas exactement c'est quoi le jeu politique. Alors, avec vous, on va s'intéresser à la santé. Tout à l'heure, on parlait des périls sur l'unité nationale, on parle aussi des périls sur la santé camerounaise. Le journaliste Singan, cette semaine, est revenu sur les 14 abattoirs dans la région de l'Est Cameroun, où on parle de 15 morts pour cette semaine. On revient sur la rupture des kits d'hémodialyse. Plusieurs malades sont obligés de se déporter dans la région du centre et du littoral, notamment Douala et Yaoundé, pour avoir des soins médicaux. Est-ce qu'en 2020, quand même, on peut encore parler de dialyse, des personnes qui n'arrivent pas à recevoir des soins au Cameroun, alors qu'on annonce une santé universelle, santé pour tous, d'ici l'année 2022? Comment expliquer cet état de choses où on parle de 15 morts en près d'une semaine, des personnes qui n'arrivent pas à faire une simple dialyse? Il n'y a rien à comprendre, Priscille. Tu sais, c'est exactement le même scénario que nous décrivons tous les jours. Ce n'est que, et ça ne résulte que de la malgouvernance. Ça, ce sont les résultats palpables de ce que nous appelons tous les jours la malgouvernance. Parce que ce même gouvernement qui n'a pas changé depuis 38 ans aujourd'hui, nous a promis la santé pour tous en l'an 2000. Aujourd'hui, on nous dit en l'an 2022, c'est-à-dire 22 ans après une promesse. Comme on nous avait promis la décentralisation en 96, et ce n'est qu'en 2020 qu'on vient d'implémenter. Mais écoutez, la santé quand même, ce sont des secteurs de la vie publique dont l'État a la charge. Nous avons la santé, l'éducation, nous avons la défense, qui sont les secteurs régaliens dont le pouvoir ou le gouvernement doit s'appesantir, c'est-à-dire l'essentiel de la politique d'une nation doit être basé sur cet ensemble de choses. Quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le Cameroun est un État qu'on dit être démocratique. C'est vrai que le grand frère Maître Achou, dans son exposé de tout à l'heure, pour ceux qui ont compris exactement ce qu'il disait, c'est que si nous sommes là où nous sommes, c'est pas grâce à la démocratie, c'est à cause de la démocratie. Donc pour lui, on doit bannir la démocratie au Cameroun. Parce qu'il dit que c'est la démocratie qui a amené les divisions. Donc au fond, la démocratie était mal pour le Cameroun. C'est que RDPCI propose, c'est la dictature. Et on n'en est pas loin. Parce qu'on a vécu que dictature depuis 82 au Cameroun. À savoir, un opposant ne peut pas s'exprimer librement au Cameroun.
quand vous êtes leader d'opinion et que vous voulez faire prévaloir une opinion, vous êtes simplement embastillé, voyez-vous. Donc du coup, moi je pense que il n'y a pas trois choses à comprendre, il n'y en a même pas deux. C'est un résultat pur et simple qui résulte de la malgouvernance au Cameroun. Et Maître H le disait qu'entre 87 et 90, quand la politique a commencé à évoluer au Cameroun, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ce n'est pas la volonté du RDPC ou bien du président du RDPC. C'est un combat mené des mains des maîtres, pas l'opposition qui avait été conduite par le SDF à cette époque, parce que la démocratie au Cameroun est le fruit d'un combat acharné mené des mains des maîtres par le SDF et son chairman à la tête. Disons-le aux Camerounais, parce qu'on est venu éduquer nos jeunes frères qui n'étaient pas peut-être là à cette époque ou bien qui n'en savent pas grand-chose. Donc, ce n'est pas le RDPC qui a voulu qu'il y ait là, parce qu'il y a même eu un référendum. Il y a eu un référendum, il y a eu des élections. C'est-à-dire que le pouvoir en place n'était pas pour la démocratie. C'est parce qu'on avait eu des soucis. Là, c'est totalement sur les propos de Maître H. Non, je restais sur ce propos. Non, je vous ai répondu, je vous ai dit, si aujourd'hui au Cameroun, on arrive à avoir des femmes qui meurent en donnant la vie, si on arrive à avoir des jeunes femmes qui sont séquestrées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas pu payer les factures, les frais d'accouchement, si on a des gens qui ne peuvent pas avoir des soins d'hémodialyse, en 2020 au Cameroun, avec les budgets pompeux que nous avons, cette année on annonce environ 4865 milliards de budget. Vous voyez que dans 4865 milliards, normalement, les secteurs de l'éducation et de la santé doivent être dans un pays sérieux, dit démocratique, comme le disait, doivent prendre un minimum, un tiers de ce budget. Parce que vous ne comprenez pas comment est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, dans le monde, en donnant une vie, on peut perdre la sienne. Ça relève naturellement et simplement de la malgouvernance. Vous avez vu pour la Covid, on a remis à un monsieur 20 milliards de francs CFA. Après, on est venu nous raconter n'importe quoi. On a acheté une paire de gants à 1000 francs. Dans un pays qui a les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, est-ce possible? On nous a parlé de la mercuriale, mais attendez, écoutez, de qui se moque-t-on? La mercuriale, c'est l'argent du contribuable camerounais, c'est le bensikino qui est en haut, c'est le taximan, c'est la petite vendeuse de morue, c'est la colbosseuse, ce sont eux qui contribuent pour que cet argent soit mis dans les caisses de l'État. Mais là, quand vous prenez pour aller vous faire vos petites, c'est-à-dire que vous faites vos petits gré à gré pour vendre les petits kits de 15 000 à 175 000. Écoutez, les Camerounais souffrent et je dis, il n'y a pas de réponse à votre question, madame. Ça relève simplement de la malgouvernance. Donc, du coup, le RDPC doit comprendre que leur moment est arrivé. Ils doivent partir parce que nous avons mieux à proposer aux Camerounais. Voilà, merci. On sera avec vous tout au long de l'émission. Une émission commence bien. Je prends tout de suite le troisième invité. Maître Amand, vous êtes le représentant du PCRN. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscille, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à tous les sympathisants et militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, qui est mobilisé depuis 2 jours du côté de l'Ouest avec le président national, le président honorable Cabral Libi, qui a inauguré le siège du parti du côté du Noum à Fumban et qui est actuellement dans la MIFI à Bafoussam pour continuer à implanter le parti et continuer à sensibiliser les masses. Mais comment se passe d'ailleurs la tournée du député, l'honorable Cabral Libi? Certains parlent d'une allure de campagne pour avoir des électeurs. Oui, on l'a trouvé très silencieux depuis plusieurs années. Vous savez que la mission d'un parti politique est de sensibiliser, d'éduquer les masses. Nous sommes tous les jours sur le chemin du maillage territorial. Vous savez, il ne se passe pas une seule semaine que nous ne voyons pas le PCRN installer les comités d'arrondissement, les comités de base sur l'ensemble du triangle national. C'est la raison pour laquelle il y a 5 députés du PCRN qui se sont mobilisés pour rejoindre la région de l'Ouest
installer officiellement le siège du parti du côté du Noun et ensuite galvaniser les troupes du côté de la MIFI à Bafoussam pour que le flambeau du PCRN continue à briller de grands feux. Et par votre représentation, votre accoutrement, on comprend très bien les projets que vous avez pour la région de l'Ouest. Alors, on va parler du budget de l'État pour le compte de l'année 2021. Ismaël Doumkou est revenu dans ses propos sur ce point-là et a parlé justement de ce budget-là qui est en hausse, près de 100 000 milliards de francs CFA. Et le quotidien Le Messager, cette semaine, revient justement sur les curiosités de cette loi des finances 2021 avec un rajout de près de 275 milliards de francs CFA évalué à 2021 à 4 865,2 milliards de francs CFA, une augmentation de près de 10,2%. Est-ce qu'on peut dire que cette augmentation peut être une résultante de la pandémie Covid-19 alors que plusieurs fois on a parlé de la relance économique? Non, mais ce que le Camerounais de souche moyenne devrait pouvoir ressentir dans l'augmentation du budget, c'est que quelque chose change dans sa vie. C'est-à-dire que la ménagère, lorsqu'elle rentre du marché, qu'on voit que le panier est assez relevé et tout, mais ce qui est lamentable, c'est que ce ne sera pas ça. On a un budget actuellement de près de 4 865 milliards. Les membres du gouvernement ont défilé à l'Assemblée nationale pour défendre chacun sa portion du budget. Mais au finish, on va se rendre compte que nous allons continuer dans la misère. Les Camerounais vont continuer à souffrir. Le représentant du SDF ici tout à l'heure a essayé de vous faire un schéma de ce qui se passe dans le secteur de la santé au Cameroun, là où il est pratiquement impossible de pouvoir bénéficier des soins de santé si on n'est pas nanti. Vous voyez, des gens meurent encore en 2020 parce qu'il manque de kits d'hémodialyse, alors qu'on nous a annoncé il y a quelque temps qu'il y avait des centaines de milliers de kits qui devaient être distribués gratuitement. Mais on a l'impression que cela ne revient véritablement pas aux Camerounais de souche moyenne ou alors aux pauvres Camerounais, et c'est lamentable. On nous a annoncé la décentralisation en grande pompe ici. On a annoncé la rétrocession de 15% aux collectivités territoriales décentralisées. Il faudrait donc que les 4 865 milliards, que les 15% soient véritablement rétrocédés aux collectivités territoriales décentralisées pour qu'on puisse voir un développement ou alors une lueur de développement au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Mais je doute fort que ce sera le cas. L'honorable Cabral, lui, a encore annoncé la dernière fois que ce sera un chantier très difficile pour que le gouvernement puisse céder véritablement ces 15% aux collectivités territoriales décentralisées. C'est ce que nous attendons en fait. On l'espère aussi. On prend rapidement le quatrième invité, le représentant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Bonjour, Idriss Fotso. Bonjour Priscille, bonjour à nos panélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je vais penser ce jour tout de même pour mes amis politiques, les Camerounais, qui ont été embastillés juste parce qu'ils ont décidé d'exprimer leur opinion. Et donc certains d'entre eux sont toujours dans les yeux de la prison centrale de Kolongi et aussi de la prison centrale de Nubé. Donc nous demandons que la libération pure et simple. Et parlons justement de libération. Le quotidien Le Jour revient cette semaine sur le MRC, prison pour tous. Alors donc une proposée par nos confrères du jour qui parle du régime de Yaoundé qui trouve tous les moyens ou une manière simple et brutale pour le parti de Moïse Kamto, l'incarcération, point honnête. Et justement, le professeur Moïse Kamto a réagi en début de semaine concernant l'incarcération d'un membre influent du MRC où il a parlé d'un moyen de dissoudre le parti. On a vu la réaction du secrétaire général du RDPC, le professeur Jacques Famdongo, qui a demandé au RDC, le secrétaire de la communication, autant pour moi, qui a demandé aux militants, au président du MRC de ne pas confondre liberté et libertinage. Non, mais vous savez, la liberté s'exprime. Voilà, je vais un tour. La liberté s'exprime en plusieurs manières. Et si on en arrive là, c'est tout simplement à cause de l'échec de la politique de nos gouvernements. Vous vous rendez compte que le président Paul Biya avait dit à une époque qu'il est celui-là, qu'il voudrait être celui-là qui a apporté la démocratie dans notre pays. Et aujourd'hui, si on se retrouve au moment où on arrête des gens tout simplement parce qu'ils ont décidé de s'exprimer, c'est complètement regrettable. Mais est-ce que cette manifestation de femmes nues avait été
acceptée par l'autorité publique? Est-ce qu'elle avait été déclarée? Est-ce qu'il y avait eu des préalables? Est-ce qu'on a arrêté injustement cette femme ou l'initiatrice de ce mouvement-là? Non, vous savez, ce n'était pas a priori une manifestation. Ces femmes allaient tout simplement au domicile de leur président naturellement pour dialoguer avec lui, vous voyez. Et c'est suite à la réaction de nos forces de défense que vous avez constaté ce qui s'est passé. Et on se dit, si des femmes en arrivent là, si pour s'exprimer, les femmes trouvent comme ultime moyen de se dénuder, c'est vraiment, ça veut dire que nous avons atteint un socle où ça ne va pas. Le corps de la femme est sacré. Et se dénuder vraiment, c'est un message qu'elles sont en train de passer. Et nous espérons vraiment que à travers ces moyens d'expression, que ceux qui nous gouvernent doivent prendre en compte tout ce qu'elles ont eu à demander pour que voilà, on observe plus ce genre de choses dans notre pays. Parce que d'autant on dit ça met à mal l'image de notre pays. Mais la question de fond, c'est de savoir la raison pour laquelle elles se dénudent pour manifester. Moi, je pense que si la réaction de nos forces de défense n'avait pas été, si nos forces de défense n'avaient pas réagi ainsi, on n'aurait pas constaté tout ce qu'on a eu à constater là. Je tire un coup de chapeau à ces femmes qui voilà, sont sur le terrain de jour en jour pour s'exprimer, pour demander la libération de notre président, le professeur Maurice Kamto. Voilà, c'est noté. C'est votre droit de vous exprimer sur la question. Le nôtre, c'est de rapidement traiter l'actualité. Et nous commençons donc avec les sujets à débat de cette émission. Et on s'intéresse donc à la crise du Nord et Sud-Ouest Cameroun. Et je vais commencer par vous, Bertrand Mont, et la réaction, la déclaration des chefs traditionnels dans une missive qui a été rendue publique. Les chefs traditionnels qui demandent l'arrêt des activités ou l'usage des armes dans les régions dites anglophones, le Nord et le Sud-Ouest Cameroun, mais précise que la résolution ne pourra pas se faire par les armes. Voilà un peu l'essentiel de cette missive adressée aux autorités publiques par les chefs traditionnels de l'Ouest. Tout d'abord, je vous pose une première question. Comment comprendre la confusion des chefs traditionnels dans une actualité sociopolitique? Est-ce qu'on peut dire que ces chefs traditionnels de l'Ouest sont dans leur rôle? Je pense que le pouvoir traditionnel en Afrique est quelque chose de très important. Les chefs traditionnels sont dans leur rôle. Les chefs traditionnels sont les autorités qui sont plus proches, qui devraient être plus proches des populations. C'est-à-dire que parce que le chef au village représente la tradition, représente la coutume, représente même les ancêtres. Et il est donc celui-là qui devrait ressentir au plus profond de lui les problèmes de ces populations. Donc lorsque les chefs traditionnels se prononcent et parlent de la situation dans le Nord et le Sud-Ouest, ça ne devrait étonner personne. Mais comme au Cameroun, on a politisé le pouvoir traditionnel, on a rendu les chefs traditionnels, les militants et sympathisants du RDPC, ça devient surprenant quand les chefs décident de s'exprimer sur une question aussi importante que la paix et la crise dans le Nozo. Je pense que ces chefs ont le droit de donner leur point de vue sur la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et il faudrait que les Camerounais retiennent une chose, c'est à l'État qu'appartient le monopole de la violence légitime. Lorsqu'on demande aux gens de déposer les armes, on devrait demander aux Ambaboy de déposer les armes. Ce sont eux qui ont ils possèdent illégalement quelque chose qu'ils ne devraient pas posséder. Ils ne devraient pas avoir les armes. Donc on doit dire que les Ambaboy doivent déposer les armes. On ne peut pas mettre l'État au même pied d'égalité que des brigands, des bandits qui arrachent, pillent, violent sans que ça ne meuve personne. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doivent renforcer les vigilances et collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Parce que si nous avons pu gagner la bataille, la guerre contre Boko Haram, c'est parce que les populations de ce côté-là se sont mis en rang serré et ont dénoncé tout ce que toutes les exactions de la secte islamique Boko Haram. Il ne faudrait donc pas que du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que le jour on voit des populations qui sont à pied
pieds et mains liés avec les Amazoniens et le soir, ces mêmes populations sont encore les victimes de ces personnes. Les réalités sont différentes. Dans la région de l'extrême nord, Boko Haram est une famille qui s'est déportée parfois du Nigeria entre l'extrême nord. Mais il y avait aussi... Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont parfois même les habitants, les enfants, qui se retrouvent la nuit entre les guerriers. Est-ce qu'il est facile, on est en train de trouver des solutions, hein? Est-ce que c'est facile pour un voisin qui sait que son bandit marche dans la rue de le dénoncer auprès de la police, sachant qu'il peut se faire tuer le soir? Je vous assure qu'il y a des gens au nord-ouest et au sud-ouest qui savent bien que telle ou telle autre personne est un ambaboy, mais ils ne le dénoncent pas. Justement, pour comprendre... Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai fait un tour à Lille. Un jour, j'étais avec des amis et puis nous étions en train de discuter le soir. Et là, une jeune fille me dit que vraiment, il faut faire attention parce que les ambaboys sont parmi nous. Je lui dis que, mais comment est-ce que vous pouvez vivre avec vos boulots et vous ne les dénoncez pas? Il dit que non, parce qu'on ne sait même pas entre nous qui est un baboy et qui n'est pas. Ça veut dire qu'ils savent véritablement dans les quartiers qui sont ceux qui vont dans la brousse. Non, je dis, c'est quelque chose qui est clair. Ils savent qui sont. Plus lorsque les raids du BIL se font, lorsque les forces de maintien de l'ordre vont dans un quartier débusquer quelqu'un qui vit là, on dit qu'il vit là depuis des mois. Il est là, on sait que c'est un terroriste, mais personne ne le dénonce. Vous voyez? Et quand vous dites que vous voulez faire la différence entre ces gens-là et ce qui se passait au nord, je dis non. Au nord, il y avait bien des gens qui vivaient dans les quartiers, qui étaient de la secte islamique Boko Haram, mais seulement parce que les populations dénonçaient, ces gens ont été obligés de traverser la frontière et de fuir pour aller au Nigeria. Donc il faut que les populations dénoncent systématiquement tout ce qu'ils trouvent bizarre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on trouve une personne et une nouvelle personne dans le quartier, on ne sait pas s'il travaille, on ne sait pas ce qu'il fait, il est toujours enfermé dans la maison. Celui-là doit être dénoncé. Et c'est en cela que même les chefs traditionnels et les chefs de bloc, les chefs de quartier doivent avoir un travail très important de renseignement. Parce que c'est le renseignement prévisionnel qui est la clé même de la sécurité. Alors, Maître Achou, pour revenir sur la réaction des chefs traditionnels, on a parlé des propositions sur les sujets d'actualité politique, des témoins du pouvoir qui brandissent l'argument d'une manipulation des chefs traditionnels concernant cette sortie par des manipulations des partis politiques, des partis d'opposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse faite par certains observateurs politiques qui font état de ce que si les chefs traditionnels bamileke se lèvent aujourd'hui pour parler justement d'un cessez-le-feu dans les régions du nord et sud-est Cameroun, il y a forcément une main manipulatrice derrière et on parle de l'opposition camerounaise? Moi, je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas, de blâmer les adultes, les majeurs, même les chefs traditionnels lorsqu'ils prennent les décisions. Ils savent ce qui... Ils savent pourquoi ils ont fait passer ces messages. Et là où je sors, on n'apprécie pas, on ne parle pas de ce que les chefs ont décidé. On subit et on n'en parle pas. Et là où je sors, les chefs ne parlent pas directement, ils parlent à travers des messagers. Bon, on a vu, n'est-ce pas, quelques missives là sur WhatsApp par certains chefs traditionnels, n'est-ce pas, de la région de l'Ouest. Et je crois que c'est une vingtaine, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'à l'Ouest, il y a plus de 20 chefs traditionnels. Et quand j'ai lu le message, je me suis dit, bon, ils ont le droit, n'est-ce pas, d'apprécier les faits comme ils veulent. Mais je soutiens la thèse de mon frère de PCRN, depuis qu'il dit, c'est que nous avons toujours dit, que la personne a déposé les armes dans cette guerre doivent être les sécessionnistes, pas le gouvernement. On ne peut pas mettre le gouvernement dans le même pédestal que, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire de cette déclaration. Il ne parle pas au gouvernement, ne demande pas au gouvernement de déposer les armes. Alors, il suggère au gouvernement d'aller au-delà des balises posées, de faciliter une concertation entre tous les courants de revendication de leurs collègues du nord et sud-ouest Cameroun, parlant des chefs de ce côté, pour ensuite asseoir un autre dialogue inclusif, lequel se fera avec des interlocuteurs reconnus et mandatés, et de préférence sous l'égide de plusieurs médiateurs. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une mauvaise appréciation de ce que dit dialogue. Dialogue, c'est une conversation entre deux personnes en plus. Nous sommes en train de parler de ces problèmes à l'heure actuelle, ce n'est pas un dialogue. Pourquoi on veut, n'est-ce pas, qu'il y ait une assise quelconque, avec des gens que les gens on veut choisir, n'est-ce pas, pour décider, pour parler pour nous. L'État, le gouvernement a déjà choisi. Le gouvernement légitime du Cameroun a déjà choisi et a fait un dialogue. Si vous estimez
que vous pouvez le faire à votre niveau, faites-le. Est-ce que vous êtes interdit de le faire? Pourquoi vous voulez que ce gouvernement, chaque fois, vous voulez seulement corriger ce que le gouvernement a fait, vous ne pouvez pas faire pour vous? Faites pour les chefs ont le droit de faire le dialogue. Ils ont le droit d'appeler, n'est-ce pas, les autres chefs traditionnels pour savoir dialoguer. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils veulent seulement corriger ce que le gouvernement a fait? C'est ça le problème au Cameroun. Tout à l'heure, nous sommes là. J'ai parlé que nous sommes les compatriotes. Personne parmi nous m'a parlé de ça. Que nous sommes les compatriotes. C'est ça. C'est à cause de cette division-là que la haine est en train de s'installer dans ce pays. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on se regarde en face en disant que nous sommes tous des Camerounais. On a des points de vue différents, mais nous sommes les Camerounais d'abord. Quand on va accepter ce fait entre dans nos têtes, n'est-ce pas, les choses vont aller plus de bon, c'est-à-dire elles vont s'améliorer pour le bon. Bon, les chefs ont dit ce qu'ils ont dit là. À mon avis, je crois que ils veulent seulement faire ce que le gouvernement a déjà fait pour trouver des trous, en tant que faire des trous, au lieu de faire le pas. Les chefs ont le droit de faire dialoguer entre eux les chefs. J'ai vu le chef de Sédico avait créé une association dans laquelle les chefs se discutent des choses. J'ai trouvé ça génial. Pourquoi ça ne continue pas entre eux? Parce qu'à un moment, chez nous, on respecte le chef. On peut tout faire contre le chef, mais on le respecte malgré tout ce que vous voyez là. On respecte le chef chez nous. Le chef de village est un chef de village, même s'il a tort, on ne lui dit pas ça en face. Même s'il a raison, on ne lui dit pas ça en face, on lui dit mais ça, ben, on vous a écouté. Point. Et le reste, on apprécie. Mais pour le moment, au Cameroun... Mais ils ne sont pas de politique. Hein. C'est qui, non? On ne parle pas de la gestion. Ils ne sont pas de politique. Si un chef traditionnel décide déjà de s'impliquer dans la politique, on laisse le vêtement du chef traditionnel et on s'intéresse essentiellement à la politique, je crois. Non, le chef a dit... Quand vous dites qu'on n'apprécie pas ce que les chefs ont dit, à mon avis, je laisse à l'État. Mais je dis que... Malgré qu'ils ont fait de bonnes propositions, dialogue et autres. Nous sommes des délégués. Mais l'État, c'est vous, c'est moi, ce sont nous tous. C'est pour la raison que, comme l'État, c'est nous tous, faire un dialogue, n'est-ce pas, à votre niveau. Dialoguer avec ceux qui sont autour de vous. Commence par ça. Et parce que si on attend tout le monde, là, il faut que Biya signe un décret pour qu'il y ait un dialogue. Vraiment, vous attendez un seul individu pour régler tous les problèmes du Cameroun. Mais vraiment, il faut soyez compréhensif, soyez conscient du fait que le pays ici nous appartient à nous tous. Si personne pense que ça ne va pas quelque part, et on doit le corriger. Alors corrigeant, il faut prendre en considération, n'est-ce pas, l'état d'esprit de la majorité. Parce que, regarde, une centaine ou bien, c'est pas centaine de femmes ont été embastillées. Nous sommes 25 millions, peut-être il y a 15 millions de femmes. Donc 14 millions là n'ont pas manifesté, on prend les 300 200 80 100 femmes pour représenter toutes les femmes du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Et c'est ça la majorité? Et c'est ça la démocratie? Ça c'est leur avis. Parce qu'il faut qu'on essaie de distinguer les choses. Bon, si on continue comme ça, c'est comme ça qu'on va sectorer au Cameroun. Chacun dans son secteur va penser que c'est lui le roi. Chacun va penser que c'est lui le Cameroun. Chacun va penser que c'est lui le plus fort. Et qu'est-ce qui va arriver en fin de compte? L'anarchie. Le soulèvement. Je veux regarder mon frère. Vraiment, je veux lui dire pas mon frère. C'est la bagarre. Les gars, c'est moi qui va bagarrer avec moi tout le temps. Pourquoi? S'il vous plaît. Nous sommes dans la démocratie. Je sais que c'est une école. Ça prend du temps. Mais il faut noter que c'est d'abord la dictature de la majorité. D'abord. Avant qu'on regarde les minorités là où ça se trouve. Il faut qu'on accepte ça d'abord. Si vous êtes une dizaine, n'est-ce pas, d'avoir une division d'opinion, vous ne représentez que quelques personnes. Mais il faut noter que nous sommes 25 millions au Cameroun. Et ces 25 millions ont le droit de décider comme ils veulent. Malgré ce que vous voulez dire, vous voulez parler. Pour le moment, par exemple, sur le RDPC, qui a la majorité, vous voulez ou ne voulez pas, c'est la démocratie, c'est comme ça. Dès que vous ne l'acceptez pas, vous allez seulement crier, n'est-ce pas, c'est haine. Vous allez seulement instaurer, c'est haine. Vous allez quand même essayer de sectionner le Cameroun. Parce qu'en même temps, quand vous créez comme le sectionnisme, vous allez le pratiquer. Ça, ce n'est pas une contradiction. Vous voulez que vous êtes contre la sécession, et en même temps, vous allez le pratiquer. Parce que 100 femmes ont été embastillées, nous, Cameroun embastillé. Il n'y a pas la liberté. Parce que 100 femmes veulent s'exprimer, n'est-ce pas, on les a embastillées selon vous. C'est la liberté d'expression, n'est-ce pas, qui est bafouée. Non. Je dis non. Il faut que nous, les Camerounais d'abord, comme nous sommes tous des Camerounais, et chacun a le droit de s'exprimer. Mais il ne faut pas dire que ce que vous dites, l'autre doit seulement accepter.
chacun a la façon de savoir d'apprécier ce qui est dit. Parce que lorsque c'est sorti de votre bouche, c'est fait maintenant pour nous tous, pas pour vous seuls. Donc on doit faire attention, c'est que nous parlons, c'est que nous disons, et c'est que nous prêchons, n'est-ce pas, la population. Prêchons la paix, prêchons l'unité nationale, prêchons la compréhension, le patriotisme et autres. Là, je suis d'accord. Et il faut qu'on cesse, n'est-ce pas, chaque fois. On sait seulement de percer le trou dans ce que les autres font. Faire des propositions concrètes. Faire des choses, pas de propositions, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est le mieux de ce qui est là. À ce moment, on vous parle au sérieux. Mais à partir du moment où vous laissez apprécier ce que j'ai fait, le RDPC fait. Tout le monde dit RDPC fait ceci. Le seul parti sur cette table qui a parlé de son parti, c'est PCRN. Il parle de son parti. Et c'est ça que nous voulons, n'est-ce pas, dans la démocratie. Parle de votre parti. Et laissez les autres s'exprimer comme ils veulent. Je ne peux pas venir là chercher, n'est-ce pas, on ne peut pas parler du SDF quand le RDPC est le pouvoir. Non, le SDF est un parti politique qui a aussi moulé le maillot dans la démocratie. Donc ils ont quelque chose à dire. Au lieu de nous dire, le RDPC tout le temps. RDPC tout le temps. Moi je ne comprends pas. Je sais que le chairman sur le RDPC. D'accord. Tout Dieu parmi sur le RDPC. D'accord. Donc cette nostalgie est toujours dans le RDPC. Il faut évoluer. Faire des propositions anti-conseil de votre parti et laisser le RDPC tranquille. Merci. Alors on va la laisser au Ismaël Demoukeur. Alors c'est la question justement de la crise anglophone. Quel est le rôle que peut jouer un chef traditionnel? Est-ce que les chefs traditionnels peuvent favoriser ou peuvent peser de leur poids pour un retour au calme dans les régions dites anglophones du nord et sud-ouest Cameroun? Voilà, avant que de commencer, je voudrais préciser, pour que les Camerounais ne se perdent pas. Maître aime bien souvent me provoquer en me disant, c'est un grand frère, que le chairman était du RDPC. Ce qui n'est pas faux. Laissez-moi venir. C'est ma parole. Alors, le chairman, à l'époque du parti unique, parce que disons-le, quand il parle du RDPC, on n'avait pas encore la démocratie. C'est lui qui est l'instigateur de la démocratie au Cameroun, du multipartisme. Parce que c'est lorsqu'il parle du RDPC qu'il pense qu'il faut faire jaillir. L'UPC existait déjà. Non, écoute. L'UPC avait été déclaré persona partie non grata au Cameroun. Du coup, quand on te soupçonnait seulement être de l'idéologie de l'UPC à cette époque, à l'époque de M. Biya, après Aïdjo Biya a suivi avec ça, mais vous étiez embastillé, vous étiez même tué. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Après, quand Biya a pris le pouvoir, on ne connaissait pas, l'UPC n'avait pas encore. C'est après que le chairman, avec le SDF, on a mené cette lutte et on a pu remporter cette autre victoire de l'opposition menée par le SDF, bien sûr, que les membres de l'UPC qui étaient en exil, notamment Anani Rabie Bizi, les Suzanne Kalalobé, la mère, sont revenus au Cameroun. Ils vont vous le dire, il faut qu'on se renseigne dans l'histoire. C'était une anecdote. Alors, sur la question, vraiment, on a entendu beaucoup de choses. J'ai précisé ici que c'est le SDF qui a amené la démocratie au Cameroun, qui a bagarré pour le multipartisme. Si aujourd'hui on a le PCRN sur ce plateau, si aujourd'hui on a le MRC sur ce plateau, si aujourd'hui je peux m'asseoir avec cet aîné pour discuter questions politiques, sans avoir peur de sortir et me faire embastiller, c'est parce que nous avons mené un combat dans les années 90 que nous avons remporté aujourd'hui. C'est un combat que le RDPC n'avait jamais osé penser, mais que nous avons une victoire que nous avons osé remporter. On doit le reconnaître. Alors, Maître Achou dit quelque chose, et moi je reviens d'abord sur mon frère. On était à l'université, on se connaît très bien. Alors, lorsqu'on dit ici, parce qu'il faut qu'ils soient honnêtes envers les Camerounais, parce que je dis, c'est les discours que nous tenons tous les jours qui radicalisent et rendent fous certaines personnes dans certaines positions qu'ils n'avaient même pas espéré prendre. Quand vous dites que les populations doivent dénoncer, rappelez-vous que tout ce qu'on a arrêté jusqu'à aujourd'hui, tous les foyers qu'on a dénichés, des ambazoniens qui ont été dénichés jusqu'à aujourd'hui,
depuis le début. L'armée l'a fait, même dans vos reportages de télé, dans vos éditions de journaux télévisés. L'armée a toujours apprécié et remercié les populations pour leur grande participation. Seulement, les populations se sont montrées réticentes à un moment parce qu'elles n'avaient plus la garantie de leur propre sécurité. Quand elles dénonçaient en journée, le soir, elles n'étaient pas... Elle n'avait pas cette garantie-là, cette garantie de sécurité, parce que quand vous dénoncez en journée et le soir, les autres viennent vous tuer les membres de vos familles, enlever des gens pour demander des rançons. On s'est dit, attends, on ne veut plus voir les membres de notre famille tués, on n'a plus d'argent pour payer des rançons, du coup, on n'était pas là. Et avant même que d'y arriver, quand on nous dit ici qu'on va demander aux ambazoniens de déposer les armes, nous sommes d'accord. Lorsque ce problème a commencé en 2016, le chairman est la première personne qui a demandé à rencontrer M. Biya. Et il a même fait à l'occasion de la présentation du trophée des Lions et Notables en 2017 au président de la République. M. Biya, il lui a dit, fais attention parce que la situation s'enlise, les frustrations de ces gens, je les connais, je les vis tous les jours. Fais attention, essaie d'arrêter ça le plus tôt. Quand on a commencé avec les revendications corporatistes des enseignants et des avocats. Les gars, comme ils sont des autistes, ils s'en sont orgueillés, comme ils sont très orgueilleux au niveau des Yaoundé, ils se sont dit, ah, c'est les anglophones. Ils ne représentent même pas 20% de la population, ils ne peuvent rien faire. Et je tiens à rappeler, sous la lumière de Maître Achou, le grand frère ici, que en 61, lorsque il faut faire le référendum, on avait 3 camps. Ceux qui voulaient rejoindre la République, ceux qui voulaient le fédéralisme et le plus petit groupe qui demandait leur propre indépendance. C'est ce groupuscule qui aujourd'hui a, avec les multiples frustrations qui vivent les anglophones du nord-est et du sud-ouest, pu drainer avec eux quelques hommes aussi qui sont finalement ralliés à leur cause. Mais précisons qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, pendant que nous en parlons, avec toutes les exactions que nous avons eues au nord-ouest et au sud-ouest, les gars ne sont plus pour l'idée de la sécession. Parce qu'eux-mêmes, ils voient combien c'est tout ce que ça a coûté aux familles et à la région et au village. On a les chefs qui ne sont plus dans les villages parce que on veut vous obliger à adhérer ou à allier leur camp. Il n'y a plus les sécessionnistes. Ce qu'on appelle les sécessionnistes aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, au nord-est et au sud-est, on a plutôt des groupuscules de voyous qui se sont constitués avec l'aide des Yaoundé. Parce que, disons-le, au début, quand nous avons commencé cette histoire, nous avons demandé à M. Biya. Nous connaissions à cette époque les personnes avec qui il fallait discuter. On leur a dit, nous les connaissons, qu'ils soient de la diaspora ou bien qu'ils soient à l'intérieur du pays. Parce que disons, Ayoub Taba a servi à SONEP pendant combien d'années? Environ 12 ans. Il était directeur avant de rentrer dans le mouvement qu'il a organisé. Alors, est-ce qu'à ce moment, un commis de l'État qui avait été recommandé par un haut commis de l'État, à ce jour, quand on dit qu'on ne sait pas avec qui on va discuter, pourquoi à ce moment on ne les a pas mis sur la table pendant qu'on a dit on sait avec qui discuter, appelons-les, mettons-nous ensemble et parlons. Maintenant, vous laissez la situation s'enliser à un moment donné où eux-mêmes, les instigateurs, n'arrivent plus à contrôler le mouvement. Vous dites voilà, on ne sait plus avec qui discuter. Or, pourquoi pendant qu'il y avait les gens avec qui discuter, vous avez refusé la discussion? Deuxième chose, quand on nous dit ici que les chefs traditionnels peuvent faire oui, dans notre culture, nous les Bantous. Parce que quand Maître Achou parlait tout à l'heure, quand il dit on ne discute pas ce que le chef a dit, oui, ça c'est une culture propre au Bantou que nous sommes. Le chef est, dans la culture Bantou, un demi-dieu. On ne discute pas les ordres du chef. On n'apprécie pas les ordres du chef. Mais, j'étais pas d'accord avec vous tout à l'heure quand vous disiez les chefs bamileke. Non, ça relève encore dans notre son de frustration. Les chefs de l'Ouest, je pense que c'est plus mieux dit que de dire les chefs bamileke, parce que ça va dans la tête d'un autre, ça veut dire voilà, on a dit que nous sommes bamileke et puis ça participe de ce que Maître disait encore tout à l'heure, les séparations. Non, on va dire les chefs de l'Ouest en général. Alors, les chefs de l'Ouest pour moi, en ce qui me concerne particulièrement, sauf le respect que je leur dois à eux tous, ils sont
très très en retard dans leurs déclarations. Ce n'est pas aujourd'hui, après 4 ans, après qu'on ait perdu des enfants, quand on a perdu des enfants, on ne les a pas vus sortir. Quand leurs confrères du nord-ouest et du sud-ouest ont été enlevés, certains tués, on ne les a pas vus. Ils sont en retard. C'est vrai que vaut mieux tard que jamais. Avant eux, on n'a pas vu les autres le faire, c'est vrai. Mais les chefs du sud-ouest sont plus proches de ceux de l'ouest que ceux de partout au Cameroun. Donc ils devaient être les premiers à faire entendre leur voix au niveau de Yaoundé. Quand Maître nous dit ici, on ne doit pas tirer sur le RDPC, on ne va pas regarder. Mais qui gère les affaires? On nous a dit que le chef peut organiser, les chefs peuvent se mettre entre eux et organiser leur propre dialogue. Mais de qui se moque-t-on? On a vu le chef Sokoudjou de Bamendjou convoquer une assemblée générale avec les dignes fils de Bamendjou dans sa chefferie. Le sous-préfet est venu interdire qu'un chef tienne une réunion de concertation avec ses filles et fils. De quoi parlons-nous? On nous dit qu'on ne doit plus tirer, on ne doit pas demander à M. Biya, mais attendez, c'est M. Biya qui donne le quitus du grand dialogue national après 3 ans de revendications par le SDF. Le SDF a demandé ce dialogue. Le cardinal Christian Tomi a demandé à rencontrer M. Biya au moins 2 fois pour lui parler, pour lui demander de lui donner quitus, qu'il aille rencontrer les boys. Il n'a jamais été reçu par le monsieur, il avait été reçu par le Premier ministre. Alors qu'on parlait d'une question importante dans le pays. Les gens mouraient. Monsieur Biya n'a jamais voulu rencontrer ni le chairman, ni le cardinal Christian Tomi aujourd'hui. Donc disons la vérité aux Camerounais. 4e chose, quand on nous dit que les partis politiques ou bien les chefs traditionnels peuvent se réunir entre eux, on a vu les partis politiques vouloir revendiquer des simples questions. Le SDF a demandé le compte est rendu sur le projet de la CAN. On nous a refusé de faire cette revendication qui n'avait rien de méchant, parce qu'on demande juste de rendre compte, parce que c'est leur rôle, ils doivent rendre compte. Donc, que les Camerounais ne se trompent pas. Au Cameroun, aujourd'hui, le RDPC n'a jamais voulu de la démocratie, ils n'ont jamais voulu du multipartisme. Le forcing du SDF aujourd'hui qui a payé les amène à vouloir nous montrer, parce qu'il nous a dit, Maître Achou, pour ceux qui comprennent un peu de quoi est-ce qu'il est question sur ce plateau, dans ses propos, c'est la démocratie qui nous a amenés là où on est. Il a poursuivi en disant, si on n'avait pas la démocratie, c'est la démocratie qui nous amène à nous diviser. Donc, ils vont changer ce paradigme, ils vont nous ramener la dictature. Or, ce n'est pas de la démocratie. La démocratie n'est pas une école. La démocratie n'est pas une école. En 30 ans, depuis 90, je vais la parler de 88, de 82, passer de 82 à 90, il y avait la dictature. De 90 à 2020, est-ce que ce n'était pas un temps assez suffisant pour le RDPC pour une véritable démocratie qui ressemble à la société que nous avons aujourd'hui? Voilà. Alors, Idriss Foto, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Ismaël Domko qui revient justement sur le fait que les chefs traditionnels réagissent un peu tard? Ceci dans les déclarations qui ont dit qu'ils attendaient, ils étaient attentistes pour voir la réaction du gouvernement camerounais, mais il n'a pas trouvé de solution. Il décide de monter au créneau et de parler justement des solutions, un dialogue inclusif avec les partis, mais surtout l'arrêt du crépitement des arbres dans les régions du sud-ouest et nord-ouest Cameroun. Non, vous savez, mieux vaut tard que jamais. Et il n'est jamais trop tard lorsqu'il faut résoudre un problème qui est en train de miner notre société. Alors vous savez, les chefs traditionnels, c'est les garants du socle socio-culturel d'un peuple. C'est les garants de la tradition. Et ils ont même participé à la concrétisation de l'État. Souvenez-vous de l'État du Cameroun. Souvenez-vous, en 1884, avec la signature du traité germano-douala, c'était des chefs traditionnels. Et par conséquent, ils ont leur mot à dire pour la gouvernance d'un peuple. Les chefs traditionnels aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup interpellé dans leur déclaration, c'est le fait de reconnaître que, ou encore de faire savoir que l'option entreprise par le gouvernement camerounais, c'est-à-dire l'option militaire pour résoudre cette crise anglophone, n'a pas réussi. Et par conséquent, il faudrait changer les disques. Maître Achou, il ne s'agit pas d'une décision des chefs traditionnels, encore moins
il ne s'agit pas d'une décision des chefs traditionnels, mais tout simplement des remarques. Ils font leurs remarques, ils font des propositions pour sortir notre pays de cette crise qui est en train de tuer pratiquement, qui est en train de ternir l'image de notre pays. Les anglophones ne sont pas des séparatistes, c'est ce que je dois dire. Dans cette partie du territoire camerounais, il y a pratiquement 3 troupes sociaux. Il y a des gens qui veulent, bien évidemment, la démocratie, la décentralisation. Il y en a qui veulent le fédéralisme, mais il y a une petite portion qui veulent la séparation. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites que on doit neutraliser cette petite portion-là, parce que c'est ces gens qui font en sorte qu'on confonde tout le monde. On doit le neutraliser. Et je félicite déjà le peuple, le peuple qui accompagne l'armée. La population justement, de ces réseaux-là, qui accompagne l'armée dans cette lutte. Alors, la crise anglophone aujourd'hui préoccupe à jamais l'attention des Camerounais et même des militants du mouvement pour l'avancée du Cameroun. Souvenez-vous, en 2016, lorsque cette crise a commencé, et même bien avant 2016, le mouvement pour l'avancée du Cameroun a dénoncé à travers son président. Nous avons dit à ceux qui nous gouvernent en ce moment, qu'il fallait s'occuper, qu'il fallait jeter un regard justement sur cette population, sur le problème anglophone. Nous leur avons dit que si on continue à rester tranquille, quelque chose peut se passer. Je me souviens encore du député Urba en 2016 qui, en plein l'Assemblée nationale, attirait l'attention des parlementaires et même encore de ceux qui nous gouvernent. Mais la réaction du gouvernement camerounais, on a vu le grand dialogue national où le MRC n'a pas participé, on a vu quelques initiatives entreprises pour résoudre la paix dans ces partis. Que le MRC a refusé de participer. Est-ce que finalement, on doit toujours jeter, est-ce qu'on peut tout le temps concernant le gouvernement camerounais, est-ce qu'il n'y a pas quand même des actions qui ont été posées pour améliorer la condition de vie? Il y a eu ce plan de relance de la construction du sud-ouest camerounais. Ce qui est regrettable, c'est que nos dirigeants savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas. On nous parle du grand débat, on nous parle du grand dialogue national, mais avec qui avons-nous dialogué? Nous savons ceux qui sont les leaders de ces séparatistes-là. Nous savons ceux qui sont capables de dire, chers frères, nous sommes trompés, voilà ce qu'il faut faire. On peut dire du grand dialogue national. Qu'est-ce qu'il y a eu à faire en prison? Voilà des gens qui sont pour cette petite portion de séparatistes illégitimes. Ça veut dire que ce monsieur est encore capable. Légitime. Pardon. J'ai dit pour cette petite portion pour ces gens qui ont pris des armes, ils sont très petits. Bon, je vais dire. Ça veut dire que ils sont légitimes. Je dis bien pour cette petite portion. Je ne vais pas dire légitime dans le cadre général. Je dis pour cette petite portion. Voilà. Donc, monsieur Ayoub Tabé peut encore avoir un mot à dire pour la résolution de cette crise. Et ce que les chefs traditionnels ont fait, c'est attirer un coup de chapeau. Nous pensons que si effectivement ceux qui nous dirigent prennent en considération, parce qu'ils n'ont pas que fait des remarques, ils ont mis en exergue un certain nombre de propositions. Alors, l'urgence est à tenir compte de cette proposition pour qu'on sorte de cette crise. Vous savez, les gens ne font que mourir. Et un mois de plus, c'est un mois de trop. Les enfants de 11 ans, 12 ans, qui n'ont demandé qu'à vivre, qui avaient des rêves multiples, de devenir aussi avocats comme notre cher père Maître Hachi, de devenir des juristes comme Ismaël, donc, et de devenir, c'est-à-dire, ils ont vu leur rêve banalisé, bafoué. Ils se trouvent où aujourd'hui? Parce que nos dirigeants n'ont pas tenu compte de ce que nous avons dit. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? À qui profite cette crise? Pour l'interrogation. Voilà la question qui est posée. On va essayer de trouver une solution dans les émissions spécialisées politiques sur RTM. Tout de suite, on va quand même lire quelques messages arrivés avant de prendre le deuxième sujet de cette émission. Autre culture du vivre ensemble, sinon, quel legs pour le Cameroun. Le message n'a pas été signé. Collège Fleuve et vocifération de nos éternels donneurs de leçons du MRC, SDF et alliés n'a pour effet que la stigmatisation ethnique, la promotion du libertinage, la délinquance, la dépravation de nos mœurs sous toutes les formes. Du fait, il est urgent de repenser notre culture de vivre ensemble, sinon
quel héritage pour le Cameroun de demain? Saïdiabé, Sam de Makepé. Un fidèle téléspectateur nous envoie le message. Bonjour Priscille, bonjour le panel, bonjour les fans de LTM Télévision. Je pense que le Cameroun est en nette régression sociopolitique, économique. Non pas à cause de la malgouvernance, mais à cause de nos mentalités tribales et du repli identitaire mal fondé. Par conséquent, le bavardage ne sert véritablement plus à rien. Bonjour, dites à Maître Achou que le chefferie en Afrique existe depuis plus de 10 000 ans et que le chef traditionnel n'a jamais et ne sera jamais un auxiliaire. Puis à Koloninga nous envoie le message. Bonjour le panel, j'aime bien l'avocat qui est sur le plateau. Comment le rencontrer? Je veux, s'il vous plaît, j'aimerais que Barrister Achou, Monsieur Maître Achou ne dise plus que si la démocratie ne se limite seulement qu'à la prise en compte de la majorité. C'est Dagobert qui nous envoie, Dagobert de Malangué qui nous envoie le message. RDPC est au pouvoir, cher Achou. Celui qui ne parle pas du RDPC est du RDPC. Le même message est revenu plusieurs fois. Un autre message rapidement. Bonjour, je pense que les deux camps doivent déposer les armes car il s'agit des enfants du même pays. La seule victime reste le Cameroun. L'État m'a signé le message. Il y a beaucoup de messages qui arrivent entre temps. Bonjour, le panel, que celui-là nous dit où se trouve la fille qui lui parlait de Amba Boy. Par elle, on peut attraper quelques-uns grâce à cette émission. C'est quand même intéressant de se rendre compte sur l'émission. Alors, on va lire l'autre message beaucoup par la suite. Le journaliste qui... Bon, je crois que le message m'était destiné. Merci bien pour ta bravoure, mon frère Photo Idriss. MRC, bonjour, la charismatique Priscille, continue dans ton impartialité via Obama. Emmanuel depuis à Koloninga nous envoie le message. Un dernier message, madame la journaliste. L'État a fait des chefs traditionnels, des chefs politiques. Arrêtez de dire qu'ils ne font pas la politique. Vous finirez par le croire vous-même. Avant d'être chef, ils sont Camerounais et tout Camerounais doit s'intéresser à la chose politique. C'est le pays qui en souffre. Le message n'a pas été signé. Alors rapidement, on prend le deuxième sujet de cette émission et on va parler justement des élections régionales qui est annoncé dans l'élection régionale qui est annoncée pour le 6 décembre 2020, alors que les candidats sont en campagne depuis une semaine déjà. Le bilan peut-être de cette campagne qui ne se fait pas très ressentir. Et je vais commencer par Maître Achou, parlant justement de ces élections régionales-là. Alors j'ai envie de vous demander rapidement, quels peuvent être les enjeux de cette élection régionale pour la décentralisation au Cameroun? Le premier impact, la première chose, ou bien la première chose, n'est-ce pas, à constater de ces élections, c'est que c'est la première fois que nous sommes venus instaurer, n'est-ce pas, les régions. C'est-à-dire le local government, proprement dit, en anglais. Et comme c'est une première, il y a beaucoup des incompréhensions, il y a beaucoup de non-dits. Parce qu'il faut noter que chaque parti politique intéressé ne vient pas vers la population, mais vers, n'est-ce pas, des élus du peuple dans les municipalités et dans le Sénat pour les convaincre, n'est-ce pas, de voter toujours les membres de leur parti au niveau du conseil régional. Il faut également savoir, on doit savoir que à cause de ces élections, le Cameroun serait comme un État fédéral qui ne dit pas son nom. Parce que si vous voyez le texte qui régit ces matières, c'est un peu de fédéralisme, un peu de décentralisation mélangée, de telle sorte que le peuple va trouver son compte. Dans le sens que cette histoire d'aller à Yaoundé tout le temps pour chercher des décisions vont cesser, c'est-à-dire à 75%. Et en plus, on doit noter que les choses comme la santé, que le SDF va toujours décrier, l'éducation, non, ça ne vous intéresse pas, je vous le problème environnemental, le problème administratif, n'est-ce pas, vont se délocaliser dans les différentes régions. De telle sorte que le pouvoir serait très proche du peuple. Et donc,
On veut, on ne veut pas. L'année prochaine, le Cameroun sera un peu différent. Parce que on va embaucher les professeurs ou bien les instituteurs, n'est-ce pas, dans les différentes écoles, en fonction du désir de chaque endroit, de chaque région. Il n'y aura plus question d'avoir plus dans une école alors que dans d'autres, il n'y en a pas. Bon, il y aura ces balances d'ici peu de temps, d'ici l'année prochaine. Donc, d'où, n'est-ce pas, la nécessité, n'est-ce pas, de mettre en place cette structure. Et en plus, en ce qui concerne la campagne, vous et moi, n'étant pas conseil municipal, vous ne pouvez pas le sentir, sauf si vous vous approchez des conseillers. Pour le moment, je pense qu'il n'y a que le PCN et le RDP qui est intéressé, parce que le SDF a démissionné et MLC n'a pas participé aux élections municipales. Pour le moment, nous constatons, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'engouement au niveau des conseils municipaux. Et de telle sorte qu'on constate que chaque parti se prépare pour gagner. Parce qu'il n'y a pas menti, c'est la démocratie. Et lorsqu'on parle de démocratie, c'est d'abord la dictature de la majorité. D'abord. Alors, Ben, la dictature de la majorité. Alors, cette élection régionale annoncée pour le 6 décembre 2020, comment va-t-elle se dérouler dans la région du Nord-Ouest, marquée par un contexte de velléité des séparatistes? Non, mais je pense que cette question, vous aurez dû la poser à mec qui représente le RDPC sur le plateau, parce que ce sera difficile pour que l'élection se tienne véritablement du côté du nord-ouest et du sud-ouest, compte tenu du contexte sécuritaire. Dans cette élection, on peut donner... Non, bien sûr, c'est vrai que nous n'avons pas une liste du côté du nord-ouest ou encore du sud-ouest, mais dans les 6 circonscriptions dans lesquelles nous sommes représentés, nous sommes mobilisés. Nous organisons des rencontres avec les conseillers municipaux et nous faisons aussi des sorties publiques, parce qu'il faut le dire, les conseillers municipaux habitent dans des quartiers. Ils sont les voisins, les amis, les frères de plusieurs personnes qui peuvent passer le message en sourdine. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être un conseiller municipal, mais impacter sur une décision que le conseiller municipal pourra prendre dans le bureau de vote. C'est la raison pour laquelle nous ne négligeons aucun aspect au niveau du PCRN. Vous avez bien vu une grande mobilisation que nous avons actuellement du côté de l'Ouest, parce que nous avons une liste dans le Noun, le département du Noun, qui doit véritablement nous faire avoir quelques conseillers régionaux. Et dans plusieurs autres départements dans le triangle national, nous sommes mobilisés, parce que participer à une élection, c'est déjà la gagner. Participer, c'est déjà implémenter la vision du parti, c'est continuer à sensibiliser les masses. Et le PCRN s'érige en champion dans cette démarche-là. Nous sommes à quelques années de 2025. Nous savons que nous avons un objectif en 2025, c'est de prendre le pouvoir au Cameroun, à travers notre président national, le candidat camarade honorable Cabral Libye, qui se prépare à remporter l'élection de 2025. Donc nous préparons nos échéances au fur et à mesure. Nous savons que les populations nous observent et voient bien que nous sommes en train de nous implanter sur l'ensemble du territoire national, et pour nous c'est ça le plus important. Voilà. Alors, Ismaël, donc, est-ce qu'on peut parler d'une élection inclusive quand on sait que le MRC, le SDF, participera à cette élection régionale du 6 décembre 2020? D'emblée, j'avais envie de poser la question à mon frère Man. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu des listes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Comment? Parce qu'on a manqué de la base, ou bien on a manqué... Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons décrié l'ensemble de l'atmosphère qui se vit au nord-ouest et au sud-ouest. Il est clair que nous avons dit que l'élection qui s'est déroulée en 2018 l'élection en 2020 au nord-ouest et au sud-ouest est une élection qui est questionnable, parce que les populations n'ont pas véritablement participé à cette élection comme il le faut. Donc c'est le RDPC qui essaye. J'ai eu ce que je voulais. Alors si vous avez questionné, vous n'étiez pas les seuls, parce que c'est le SDF qui était sur le terrain. Nous avons dit qu'il n'y a pas eu élection. Le Conseil constitutionnel nous a donné raison. On est parti à la deuxième fois, les mêmes causes ont produit les mêmes effets, sauf que il fallait finalement que l'État gendarme, l'État dictatorial, l'État de la dictature de la majorité
que prône le RDPC, d'accord, fasse entendre finalement le dictat de la majorité et dit on va valider quoi qu'il en soit, parce que c'était déjà un peu honteux d'organiser pour une troisième fois la même élection. Au lieu de constater effectivement qu'il n'y a rien eu, on annule tout. Donc je voudrais dire que la démarche de... Je ne veux pas questionner votre démarche, mais mon appréciation c'est que si vous reconnaissez que nous avons une partie du territoire qui ne se porte pas bien, au moins pour la solidarité à ses frères, parce que nous l'avons tous dit, nous sommes tous des Camerounais. C'est-à-dire que si on a un Camerounais qui meurt à Bétois, ça veut dire que c'est le Cameroun, c'est tout le Cameroun qui est endeuillé. On a vu les enfants mourir en combat. Nous avons tous fait des deuils dans nos propres maisons. On a vu tout le monde pleurer pour ça. D'accord? Donc, si on a des problèmes au nord-ouest et au sud-ouest, au moins par simple solidarité nationale, parce qu'on dit que nous tous, quand je regarde le grand frère, je dis que ça c'est mon père, c'est mon grand frère, et puis dans la vie naturelle, lui et moi, on sait comment on fait pour que je puisse avoir des conseils de lui, mais je ne peux pas savoir que j'ai ma tante qui ne se porte pas bien à Bamenda, et aujourd'hui je viens à Douala pour une élection, alors que la même élection ne pourra pas m'aider à faire évoluer sa situation. Vraiment, honnêtement, notre parti est clair, en solidarité à ce qui arrive à nos frères, à nos familles du nord et du sud. Nous pensons que cette élection n'est pas une solution. Est-ce qu'en parlant justement, en vous alignant avec cet état de choses, est-ce que vous nous alignez pas avec ceux qui pensent que finalement, on doit être au-dessus de l'élection régionale, mais parler plutôt de fédéralisme, ou peut-être avoir un référendum pour départager les deux parties? Voilà la question. Comment? Attends, moi je pense que vous lisez dans les esprits. Vous lisez dans les esprits parce que c'est par là que je devais chuter. Écoutez Priscille, Maître Achou nous a dit on a un système semi-fédéralisme, semi-décentralisation, mais que faisons-nous finalement? Parce que là il ne faut pas qu'on se perde soi-même. Okay? Nous faisons finalement dans quoi? Si on vous demande c'est la décentralisation sur le fédéralisme, vous n'aurez pas de réponse à cette question. Or, la seule chose que tous les Camerounais dans leur... Parce qu'aujourd'hui, le PCN a parlé du fédéralisme communautaire. On parle de fédéralisme communautaire. Nous sommes en train de dire que nous avons le communautarisme au Cameroun. C'est-à-dire que le tribalisme vient du communautarisme. D'accord? Alors, pour nous parler du fédéralisme communautaire, ça veut dire que c'est blanc, bonnet, blanc. On a joué avec les... Non, écoutez, je parle pareil. Écoutez, je suis après j'ai fait une analyse, d'accord? Alors, parce que quand vous avez déjà mis communautaire dans le fédéralisme, ça veut dire que vous allez revenir avec les mêmes questions que nous avons, que nous connaissions aujourd'hui, demain. Or, le seul problème, Maître Achou en est conscient, la seule réponse à tous les maux du Cameroun aujourd'hui, c'est le fédéralisme pur et simple, sans autre condition. Parce que dans ce fédéralisme, Maître Achou nous a laissé comprendre ici que l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, la santé, l'éducation va se... Mais alors, est-ce que le budget de Douala sera voté à Douala et les impôts de Douala collectés à Douala et utilisés par, du littoral? Parce que dans ce fédéralisme que nous prenons, c'est-à-dire que le littoral a ses ressources, utilise ses ressources pour ses populations et envoie une partie à l'État central. Ce n'est pas qu'on va tout envoyer à l'État central et c'est l'État central qui nous donne ce qu'il pense que cela pourrait nous suffire. Parce que si on vous dit que vous avez besoin de 2000 enseignants à Douala, on dit que non, dans l'argent que vous nous avez, les cotisations qu'on a reçues de vous, l'argent des impôts et des taxes des Camerounais, on ne peut vous donner l'argent. Vous allez vous débrouiller à avoir 800, on va avoir le reste après. Or, ici, dans le fédéralisme, on prend nos 2000 enseignants. Le reste, on envoie à Yaoundé, essayez de voir comment vous allez vous occuper de l'État central. Si je veux chuter, je demande une seconde pour chuter sur le sujet qui est passé là tout à l'heure, parce que je n'avais pas fait terminer mon propos. Moi, je pense que les chefs traditionnels, dans leur déclaration, étaient dans leur rôle. Moi, j'ai juste dit qu'ils étaient un peu en retard. Sinon, tout ce qu'ils ont déclaré, je pense que c'était du copier-coller de tout ce que le SDF demande depuis 2016. Ils ont demandé la même chose que nous demandons. Ils ont fait les mêmes propositions que nous avons fait, que le cardinal Christian Tomi a fait jusqu'ici, sauf que nous demandons à la seule personne qui détient la clé de voûte de cette proposition, qui est M. Biya, de donner quitus
Le chairman est revenu, il a dit qu'il est prêt à organiser quelque chose. Yaoundé ne l'a pas approché parce qu'il n'y a pas que le chairman pour Yaoundé doit aussi approcher, il a demandé à rencontrer toutes les sensibilités nationales. Oui, naturellement. Donc du coup, je voudrais préciser que quand on parlait du dépôt des armes, aujourd'hui ça crépite de partout. Et les empoisonneurs, oui, doivent déposer les armes. Mais l'armée aussi doit le faire parce que ici, c'est les populations qui souffrent. L'armée, vous avez vu l'armée déposer les armes? Non, on n'a pas demandé à l'armée d'abandonner les armes. On dit à l'armée de déposer les armes tant qu'on essaie de trouver la solution. Auquel cas, maintenant, on va au front parce qu'on ne peut pas aller discuter avec quelqu'un qui n'a pas qui a choisi le dialogue et vous venez état gendarme avec pendant que l'armée dépose la sécurité de la population. Il y a des gens qui assure on a la police. La police va agir sans armes. Mais quand le billet, que le bambou du billet rentre dans le caserne, et le bambou du billet rentre dans le caserne, que les militaires rentrent dans le caserne. On a les gendarmes et les policiers qui sont sur le terrain comme toujours pour assurer la sécurité et la paix. Et le reste, ça va aller. Que les membres du billet, c'est ce que nous demandons. Que les bureaux et les militaires rentrent dans le caserne. Sur la crise profonde. Alors, sur la question justement des élections régionales du 6 décembre 2020, le MRC ne participe pas, on le sait déjà, mais quelle analyse vous faites justement de cette campagne, mais surtout de la portée de cette élection-là dans quelques semaines? Non, nous ne participons pas et nous l'assumons la même chose que nous avons fait lors des élections législatives de 2019, c'est ça, non? Alors, non, mais... 2020. Législative et municipale. Législative municipale 2022, je m'en excuse. Alors, vous parlez de campagne, je me demande, mais la campagne de quoi? Moi, je n'observe pratiquement rien, je vois... on dit que c'est une campagne des grands électeurs, on ne va pas... Mais ça doit quand même se ressentir. Pour nous, déjà, c'est un non-événement. Pour nous, c'est une façon pour les amis de Maître Achou de distribuer les postes à quelques de leurs camarades à quelques de leurs acolytes. Vous avez vu la preuve. Déprimés, voilà. Vous avez vu lors des investitures. Il y a des chefs traditionnels qui ont été nommés récemment et qui ne sont même pas reconnus par le peuple. Mais d'où vient-il? Qui ne sont même pas reconnus, qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'on nomme quelqu'un là, qui n'est pas résident. Qui n'est même pas résident, et en plus même de ne pas être résident, qui n'est même pas reconnu par personne là-bas, parce qu'on est en train de viser une éventuelle élection. Donc pour nous c'est un non-événement. Pour MRC, Mouvement pour l'Ensemble du Cameroun, les élections régionales ne vont pas favoriser l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun. On parle de décentralisation, mais concrètement, pratiquement, qu'est-ce qu'on observe? On a vu par exemple l'avènement des maires de la ville, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a observé sur le terrain depuis leur avènement? Je ne parle pas des élections régionales. Les élections législatives sont passées à cela quelques mois. Qu'est-ce qu'on observe concrètement de nos députés? On a vu la mascarade, on a vu ce qui s'est passé à une loi des finances qui est passée devant nos députés, qui crucifiait complètement le peuple camerounais. Je parle de la loi des finances sur les téléphones portables. Ça veut dire que mon téléphone coûte 100 000 euros, de payer 100 000, j'ai payé 130 000. C'est passé devant les 3 000. C'est passé devant les députés qui ont été... On se demande, mais où étaient-ils? Où était-il? Et donc, pour nous, c'est un non-événement. La question du Cameroun n'est à plus que jamais questionnable. Élection régionale. Je me demande si au nord-ouest et au sud-ouest, les mêmes choses vont élection. Vous voyez, il y a certains sous-préfets, certains chefs traditionnels qui n'y vivent même plus. Certains députés, on dit des députés, je vais dire du Nébéro encore, mais qui vivent à Yaoundé. Donc pour nous, c'est un non-événement. Les élections régionales. C'est une façon, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, pour les membres du RDPC ou encore pour ceux qui déprimer les meilleurs militants, mais aussi de certains de leurs opposants qui font, je vais dire de leurs acolytes, qui font leur louange de jour en jour. Est-ce que le résultat de cette élection était déjà connu d'avance? Quand on sait que les conseillers municipaux du RDPC sont un grand nombre dans les 360 communes que compte le tir international.
Non, on est connu avant, c'est là où nous ne sommes plus dans la démocratie. Il y aura les élections, et nous aurons les résultats. On peut spéculer, mais en fin de compte, on attend le résultat, comme aux États-Unis. Malgré tout ce qui se passe, n'est-ce pas, Trump dit qu'il n'a pas perdu. Parce qu'on attend les grands électeurs le 14 décembre pour qu'ils décident. Mais il faut que j'ai réitère ce que le MSC vient de dire. Il parle des amis de Maître Achou. Donc ça veut dire que, comme il n'est pas mon ami, il est mon ennemi. Vos amis du RDPC net. Vos amis des discours qu'on doit arrêter. Vos amis du RDPC net. Vous savez, on ne veut pas, nous sommes aussi des amis. Mais quand vous commencez à dire vos amis, cela veut dire que vous allez créer des ennemis. Et lorsque vous créez des ennemis, et il y a des conséquences, vous voulez blâmer qui? S'il vous plaît, faites attention. Il faut noter ceci. Concernant le nord-ouest et le sud-ouest, le fief le RDPC, c'est Bamenda. C'est à Bamenda qu'on a créé le RDPC. Si vous voulez, vous ne voulez pas. C'est à Bamenda qu'on a créé le SDF. Mais lors des dernières élections, le SDF a fui. Mais le RDPC est là. On a tout fait pour qu'il y ait des élections là où il faut. On a vu pour avoir, n'est-ce pas, des conseils municipaux un peu partout. On a vu ceux qui ont voté, maître. Les militaires, bien sûr. Vous étiez là, on vous a dit. On a vu, vous étiez là. Vous n'étiez même pas là pour savoir, on a vu. S'il vous plaît, je n'étais pas candidat, je n'avais pas d'intérêt pour aller là-bas, je n'étais pas candidat. Mais les candidats qui étaient avec intérêt étaient là-bas. Malgré le fait que certains familles ont été à un moment donné kidnappés. Regarde comment c'est qu'on a voulu. Francis son fief. Il a dit qu'on a trouvé comme un porc, comme un cochon. Dans son propre fief. Il n'a pas on le dit. Donc ça, c'est pas son fief. Le fief, c'est le RDPC qui a un fief là-bas à Bamenda. Jusqu'au jour où vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est pour raison que ça crée le convoitise. Vous avez ça crée le convoitise. Non, le SDF peut s'installer là où il veut, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais le simple fait que dans le fief du parti, du SDF, on veut prendre, on veut cueillir les chairman. Et nous, c'était comme un porc. Vraiment, c'est la honte. Donc ça, il n'a pas de SDF, s'il vous plaît, le RDPC qui n'arrive pas à assurer la sécurité de la personnalité. Écoutez, il n'y a pas les armes. Ce n'est pas les associés, le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir qui peut parler, mon cher ami. Non, mais quand vous parlez, ne parlez pas. S'il vous plaît, vous aurez le temps de parler. Nous sommes dans la démocratie. Écoutez-moi. Je vous ai écouté. Malgré tout ce que vous avez dit, c'est ça la tolérance dans la démocratie. Il faut être tolérant. Laisse à chacun de dire ce qu'il pense jusqu'au bout, comme je vous ai laissé. C'est que c'est la leçon que le RDPC vous demande. Non, ne soyez pas honte de dire ce que vous pensez, dis-le. Mais en disant non, soyez honnête et vous bien honte également d'écouter l'autre. Parce que l'autre aussi a quelque chose à dire. Et c'est ça que nous voulons pour le Cameroun. C'est ça que le président bien veut pour le Cameroun. Vous dites ce que vous voulez, je dis ce que je veux. Mais après, on va trouver un compromis. Parce qu'on ne veut pas. C'est le peuple qui va décider après les élections. On ne veut pas, c'est comme ça. S'il vous plaît, laissons la haine de côté. Restons camerounais. Malgré nos difficultés, malgré nos divergences. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous des amis. Donc si les gens avec lesquels ils collaborent à cause d'une raison ou d'une autre, ça ne nous rend pas, vous ne transformez pas à mon ennemi parce qu'on ne partage pas le même avis. Nous sommes vos amis, c'est que c'est moi ce que j'ai. Vous ne pouvez pas dire, non, nous sommes des amis. Votre président a été l'expert du gouvernement dans notre gouvernement. Il a fait 7 ans. Et on a vu ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Les mêmes lois qui contestent aujourd'hui, c'est lui qui a fait passer. Voilà, ça veut dire quoi? C'est ça la tolérance, n'est-ce pas, dans la démocratie. Il faut qu'on accepte. On pose déjà, on assume. Mais, vous voulez ou ne voulez pas, le RDPC est dans le rang prêt. Dans ces rangs prêts pour les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous aurons les conseils régionaux comme ils seront élus par, n'est-ce pas, les conseils municipaux qui sont en place. Les absents auront toujours tort. C'est notre maître Achou. On va rapidement lire quelques messages arrivés avant de prendre le troisième sujet dernier de cette émission. Alors, bonjour à tous. Le panel, M. Achou, comme ses camarades du parti, passe le temps à divertir
passe le temps de partir le peuple au lieu de répondre aux questions qui lui sont posées. Fondi et le cardinal ont été kidnappés pendant ce temps. Où était votre champion nous envoie le message. Bonjour à TMTV, Marseille Dia Ferrari de répondre. Doit-on dialoguer avec celui qui veut nous arracher notre liberté et notre charmante épouse hypothéquant par le message a été entrecoupé. Alors, hypothéquer les autres, on dirait que l'on a vacciné le désordre dans ce pays. Bonsoir, s'il vous plaît, dites à monsieur Achou, à maître Achou, qui doit souffrir d'écouter les autres, on dirait qu'on leur a vacciné le désordre. Alors, le message est revenu plusieurs fois. Alors, bonjour, très bonne émission. Le LPC a converti tout en politique. Le message n'a pas été signé. Bonjour, dites à maître Achou que la chefferie en Afrique existe depuis 10 000 ans. Le même message est revenu plusieurs fois. J'aimerais que Barista Achou nous dise combien de fois le président a écouté le dialogue dont il parle. Pourquoi vient-il souvent plus justifier les mesures gouvernementales au lieu de dire ce qu'il croit lui-même? Dagobert depuis Malangué nous envoie le message. Maître Achou nous a déjà fait comprendre que la majorité gagne. Le RDPC est majorité au Cameroun, donc vous n'avez qu'à subir, même si vous avez raison. Le message n'a pas été signé. Et on prend rapidement le dernier sujet de cette émission qui revient justement sur la grève annoncée des avocats pour le 30 novembre au 4 décembre 2020. La raison de cette grève a été énoncée dans un communiqué, une grève d'ailleurs qui a émaillé, entaché les élections, les obsèques, l'hommage rendu au bâtonnier Charles Passier décédé il y a quelques semaines déjà. Une grève des avocats qui revient après l'incident qui a eu lieu au tribunal de première instance de Bournandjan où on a vu des avocats opposés aux forces de maintien de l'ordre, certains avocats qui ont reçu des bombes lacrymogènes. On reparle et justement cette occasion nous pousse à nous intéresser aux relations qui existent désormais entre le barreau et la chancellerie, le ministère de la Justice, et je commence par vous, Bertrand Mans. Et de plus en plus on parle d'une relation qui est difficile. Comment comprendre ce mur d'incompréhension qui se dresse aujourd'hui entre les avocats et les magistrats? Bon, il faut dire que depuis un certain temps, l'exercice de la profession d'avocat est devenu difficile dans le contexte d'absence de liberté au Cameroun, parce que il faut le dire, il y a déjà une absence criarde de respect du code de procédure pénale. C'est-à-dire que vous êtes un avocat, Maître Achou ne peut pas me le démentir, vous n'arrivez pas à aller rendre visite à votre client qui est détenu soit dans une brigade ou encore dans un poste de police, simplement parce que on vous dit vous ne pouvez pas le voir et personne ne vous dira pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le voir. La représentativité est devenue très compliquée au Cameroun et c'est un climat qui plombe vraiment la justice au point où on ne se sent plus en sécurité. Lorsqu'on est avocat et qu'on n'a pas la possibilité de défendre un client, on n'a pas la possibilité d'agir, de se mouvoir dans l'exercice de ses fonctions, c'est un problème. Et l'autre chose qu'il faut décrier, c'est la banalisation de la violence au Cameroun. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au tribunal au TPI de premier instant de Bournandjan est criard. On aurait pu discuter, dialoguer avec les avocats qui étaient là sans qu'il y ait une escouade de personnes qui entrent et qui se mettent dans un cadre clos à tirer les bombes lacrymogènes, les gaz lacrymogènes et tout. Pourtant l'espace est fermé. Quelqu'un pouvait mourir là. C'est-à-dire que pour une histoire où on pouvait dialoguer, puisqu'il y avait des avocats qui contestaient, on pouvait dialoguer et dire à cette décision de justice. Oui. Mais il faudrait qu'on arrive à une situation où le dialogue doit primer. C'est-à-dire les forces de maintien de l'ordre qui étaient là devraient dialoguer avec ceux qui étaient présents, leur faire entendre raison, encore que ce sont des avocats, ce n'étaient pas des bandits, ce n'étaient pas des badauds. Maintenir en clé et se mettre à tirer les gaz lacrymogènes dans un espace clos qui est fermé, il y a disproportionnalité de la riposte. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des gens qui sont en train de contester quelque chose et vous venez avec des armes. C'est déplorable pour le système judiciaire et c'est à décrier. Alors, sur la base, Maître Achou, des éléments qu'a énoncé Bertrand Mans, sur la base des motivations du barreau et au regard des faits qui ont conduit à ce mouvement de grève annoncé, peut-on dire que la position du barreau peut être justifiée? Je suis avocat et je suis sur le contraint de solidarité avec mes confrères.
Et je suis dans l'obligation de respect au tribunal. Et je vais m'abstenir de dire un certain nombre de choses. Mais je ne sais pas si M. Mang a été justiciable ou intervenant pour savoir que il est parti peut-être dans un camp ou bien c'est dans un commissariat où il était déjà gendarmerie. Pour conseiller, c'est difficile d'avoir accès à son client. Bon, je ne sais pas de quel côté il se trouve. Ça sera la tienne. Il faut que je vous dise une chose. L'avocat met que sa bouche et sa plume pour faire des revendications, bien d'autres. Et l'avocat doit savoir faire lorsqu'il se trouve en face d'une situation difficile. Nous sommes des stratèges, on doit avoir la capacité, n'est-ce pas, de faire des stratégies pour lutter une opposition que vous estimez, n'est-ce pas, qui est contre la loi. Ça c'est une bagarre que l'avocature a menée depuis sa création. Nous sommes là pour lutter contre les obstacles, parce que ça se réalise chaque jour, un peu partout. Parce qu'en Étienne, personne ne peut apprécier le fait qu'on peut verser de la gaz lacrymogène dans une salle d'audience. La salle d'audience est sacrée. Peu importe la raison, on ne devait pas le faire. Mais nous sommes devant un fait accompli déjà, c'est déjà fait. Est-ce qu'on doit continuer, n'est-ce pas, à envenimer la situation? Ou bien on doit continuer, n'est-ce pas, à vouloir trouver des solutions pour que ça ne se répète pas? Moi, je suis de l'avis de ceux qui disent trouvons des solutions pour qu'un tel truc ne se répète. Est-ce que suivre ce mouvement mettre à chaud? Est-ce que c'est un mouvement de bref? Le conseil a décidé, je vous ai dit que je suis contraint, n'est-ce pas, de l'obligation de la solidarité avec mes confrères. Je ne dois pas dire, je peux aller au-delà de ça. Le conseil de l'ordre est un organe qui gère l'ordre. Et lorsqu'on prend des décisions, nous tous, nous sommes soumis. On doit accepter. Même si, n'est-ce pas, nous ne sommes pas d'accord. C'est la solidarité, c'est la confraternité entre les avocats. Et ça qui nous fait la force, c'est ça qui fait la force des avocats. On peut avoir des divergences d'opinion, d'avis, mais nous vivons ensemble comme avocats. Et lorsque la coopération a des problèmes, a des succès, votre avis personnel ne compte pas. C'est ça, n'est-ce pas, des organes dirigeants qui comptent pour le moment. Alors, Maître Chaud, on peut passer sur la question, on le comprend très bien, c'est une partie, l'avocat, il respecte les décisions du barreau du Cameroun. Vous avez suivi cette actualité concernant les avocats et les forces de maintien de l'ordre, cette grève qui est annoncée. Aujourd'hui, cette situation met au grand jour des éléments qui minent la justice camerounaise, la corruption, les pots de vente et autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les avocats et les magistrats sont exempts de tout reproche? Non, mais les avocats, nous au-dessus de la loi. Mais ce que nous allons comprendre, c'est que, vous savez, les avocats sont conçus la vitrine de l'état de droit. Et donc, si on se retrouve à un moment donné où leurs droits seront bafoués, vous trouvez une salle de procès, c'est sacré. C'est un peu comme une salle d'audience, je veux dire, est sacré. C'est un peu comme une église. Et donc ces gens se trouvent en train d'exercer leur profession. Et on constate ce qui s'est passé. On tire sur des avocats en plein exercice de leur fonction. Je pense que il y a un message qui est en train de vouloir être transmis. On est en train de vouloir faire comprendre au peuple ou bien aux citoyens que vos avocats sur qui vous aimez trop compter là, vous savez, lorsqu'on a un avocat dans la famille, c'est un peu comme une sécurité. Et même lorsque un avocat quelque part, ça dit, on sait que c'est la vitrine de l'état de droit. Donc on fait comprendre aux gens que vos avocats sur qui vous comptez souvent là, si ces choses nous arrivent, combien de fois vous? Donc faites attention, voilà le message qui est en train de vouloir être transmis. Vous voyez le barista maître Tamfou Richard, mon ami politique, et bien d'autres. Ils sont arrêtés, sont déférés directement en prison, sans avoir reçu une convocation, sans mandat d'arrêt, rien. On arrête les gens, on les défonce. Ça me rappelle le maintien de l'ordre peut-être résultante à la situation ou la genèse de cette crise sociopolitique dans nos zones. On sait que ça avait commencé par des revendications corporatives, notamment des avocats. Je voulais en arriver. En 2016, vous avez justement vu les avocats qui sont sortis manifester, on les a arrêtés, on les a tabassés, des étudiants, et on a vu là où ça a entraîné. Je me demande, et on a vu comment ça a entraîné cette crise anglophone. Je me demande si ce que le gouvernement ne constate pas, ne voit pas une éventuelle autre crise, la crise francophone.
Vous savez, lorsque la goutte d'eau déborde de vague, c'est dangereux, c'est très dangereux. Vous voyez, et c'est pratiquement la même fait. Je vous en prie, maître. C'est pratiquement la même fait. Les avocats qui sont tabassés. On a vu à Bolandio des avocats encore qui sont tabassés. Il a fallu que le barreau, que je tire déjà un coup de chapeau, puisse prendre certaines décisions pour qu'on observe, pour qu'on les libère. Sur la base de quoi? Ils ont juste témoigné. Ils ont témoigné, des témoins, ils ont témoigné. Je pense que j'ai pratiquement suivi maître Tamfou Richard. Vous avez le mécontentement? Non, je parle de mon camarade, de mon ami politique qui a été arrêté parce qu'on dit avoir commenté une affaire déjà. Voilà, donc il a commenté, il a témoigné, puisqu'il était témoin. Donc il a dit ce qu'il a observé. C'est à base de ça qu'on l'arrête. Donc je pense que nos dirigeants doivent beaucoup prendre le recul pour poser certains actes. Lors d'un procès, vous voyez, de l'armée en salle de procès, quel message est-ce qu'il veut transmettre? Non, mais on doit arrêter avec ça. Nous sommes un État qui se dit de droit et par conséquent, on doit respecter le métier, des uns et des autres, en l'occurrence le métier des avocats. Alors, Ismaël, donc, certaines personnes appellent à une réforme du barreau camerounais. Quand on parle de réforme, éclatement du barreau en représentation générale. Est-ce que vous vous alignez avec cette pensée-là? Bon, avant que d'arriver à votre question, je voudrais déjà mettre à chaud et mon frère Marissi tout à l'heure ont dit quelque chose. Monsieur Mara dit tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi quand il y a un problème, au lieu de s'asseoir et dialoguer, on vient avec les armes. Écoutez bien ce qu'il a dit. C'est la même chose qui s'est passée au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a eu des revendications. Au lieu de s'asseoir et discuter, comme le SDF a toujours demandé depuis 2016, vous êtes venus avec les armes. Aujourd'hui, les armes crépitent de partout. Personne ne contrôle plus les armes. Ni ceux qui ont donné les armes, ni ceux qui tiennent eux-mêmes les armes. Vous dites que vous ne savez plus avec qui discuter. C'est ce qui s'est passé. Hein? Parce que quand on est en train de faire la lecture, il a dit pourquoi il y a un problème, au lieu de s'asseoir et discuter, on va chercher les armes. Ce n'est pas comme si c'est-à-dire que c'est une conséquence, c'est une suite logique de ce qui s'est passé au nord et au sud-ouest. Maître Achou lui a repris quand il a dit on doit savoir dialoguer entre nous. Mais je demande, nous n'avons pas demandé à M. Billard et au RDPC depuis le début des événements du nord-ouest et du sud-ouest en 2016 de dialoguer, asseyons-nous et dialoguons. Maître Achou a dit il n'y a rien de plus important que de dialoguer quand il y a un problème. Mais pourquoi est-ce que depuis 2016, c'est qu'en 2019 qu'ils ont finalement compris qu'il fallait dialoguer alors qu'ils avaient nié ce dialogue au début? Donc du coup, moi je pense qu'à votre question vraiment, ils se sont trahis dans leur propre pensée. La seule chose c'est que quand on est entre nous frères, Idriss a dit à mettre à jour dans vos amis du RDPC, il dit non. C'est pas parce qu'on n'est pas amis qu'on est forcément ennemi. On peut être frère, mais on n'est pas amis. Parce que les amis, c'est les gens qui partagent la même idéologie. Du moins, on ne partage pas la même idéologie, on ne peut pas être amis. Mais une chose est certaine, en tant que Camerounais, on est tous frères. Voilà ce sur quoi je voudrais m'arrêter. Donc, l'éclatement du barreau qu'on demande, c'est ça, en effet, c'est ce système que le RDPC veut encore mettre en place. C'est parce que le RDPC s'est rendu compte. Moi je parle du RDPC parce que c'est le parti qui gouverne le Cameroun. Le RDPC s'est rendu compte que la seule entité, la seule institution camerounaise qu'eux ils ne contrôlent pas et qui est désormais très fort, c'est le barreau du Cameroun. Maintenant, comment faire pour disloquer le barreau et créer des groupuscules à l'intérieur, diviser pour mieux régner, comme ils ont divisé le Cameroun, diviser les chefs traditionnels, diviser le débat politique. Ils ont divisé les chefs traditionnels, ils ont divisé les Camerounais en finançant les groupuscules des partis politiques pour venir distraire l'opinion et l'opposition. Non, vous ne pouvez pas réussir. Les chefs traditionnels au Cameroun,
ont une association, une représentation. Ceux qui ont parlé à l'Ouest l'autre jour étaient les représentants, c'était les membres de l'association des chefs traditionnels. C'est-à-dire qu'ils parlaient au nom de ceux qui étaient présents et absents, parce que c'était une organisation. Et les avocats. Donc les avocats, moi je vous ai dit, le RDPC s'est rendu compte qu'ils ne contrôlent pas le barreau. Ils ne savent pas comment faire pour avoir la même mise sur le barreau. Du coup, il faut créer des petits mouvements pour diviser le barreau et mieux le régner, mieux régner là-dessus. Seulement, le barreau du Cameroun, les avocats au Cameroun, ce sont des personnes tellement mûres. C'est vrai qu'on a beaucoup d'avocats qui sont au sein du RDPC. Heureusement que le Conseil de l'ordre est au-dessus de tout assentiment politique et idéologique. C'est le barreau qui décide que notre H le veut ou pas. S'il va à l'audience à partir de demain lundi le 30, il saura ce qui lui arrivera parce que c'est le barreau qui décide, c'est pas le RDPC. Il a dit qu'il n'y aura pas, puisqu'il va faire décision du barreau. Alors, Bertrand, quel impact peut avoir la cessation des activités des avocats sur la justice camerounaise? Non, je pense que le corps de la justice sera paralysé pendant ces quelques jours. Les justiciables ne pourront plus avoir de représentativité et ce qui rend le principe de la justice déjà questionnable, parce que en justice il y a le principe de la représentation. On ne peut pas avoir des justiciables qui n'arrivent pas à avoir des conseils, et je sais que le conseil de l'ordre sait pertinemment que en faisant cela, ça va paralyser pendant ce laps de temps le secteur de la justice, et ça aura un impact négatif sur les droits et les libertés au Cameroun. C'est la raison pour laquelle ils ont pris cette décision-là. Vous voyez, ce n'est même pas la seule décision. Ils ont décidé que voilà, les obsèques du bâtonnier ne vont plus se dérouler à la cour d'appel comme cela devait normalement se faire et tout. C'est un impact véritablement, négatif sur ce qu'est la justice, le pilier que représente la justice. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que les gens du RDPC, les amis du camarade de M. Achou, doivent retenir, c'est qu'il y a un mal-être au Cameroun. Il y a un mal-être au Cameroun. Il y a une forme, je l'ai dit en passant tout à l'heure, je ne me suis pas présenté là-dessus, il y a une forme de banalisation de la violence qui fait que on ne peut pas vivre dans la paix quand à chaque fois que quelqu'un veut lever la tête pour revendiquer quelque chose, on le réprime. Il faut l'arrêter, il faut l'embastiller, nous ne sommes plus dans un état de droit. Vous savez bien, ils ont l'habitude de dire qu'il faudrait qu'on retienne de leur champion qu'il est celui qui a apporté les libertés au Cameroun, la démocratie et tout. Mais lorsque vous arrêtez tout le monde et qu'on n'arrive plus à s'exprimer, et que lorsque une personne veut manifester directement, il se retrouve en Konengi, cela a pour vocation de démontrer que nous sommes dans un pays qui n'est pas un pays de droit. Nous ne sommes donc pas dans une démocratie, nous sommes certainement dans la dictature de la majorité que ce que vous réclamez, que le RDPC. Non, la démocratie n'est pas la dictature de la majorité. C'est pas ça. C'est pas ça la démocratie. Parce que vous êtes en train de torpiller les propos du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça n'a rien à voir avec la dictature de la majorité. C'est pas la majorité qui donne le pouvoir. Depuis un certain temps, il faut remarquer que la majorité du RDPC est questionnable, elle est illégitime. Donc il faut que cela soit clair. Les Camerounais ne se reconnaissent plus en ce que le RDPC fait. C'est la raison pour laquelle nous au PCRM, nous avons compris cela et nous sommes en train de sensibiliser les masses pour que les Camerounais puissent comprendre qu'un mieux-être est encore possible. Parce qu'avec le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, d'ici à l'élection présidentielle de 2025, les choses vont changer. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, les libertés vont véritablement s'exprimer. Les avocats pourront poser leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions sans que ça n'entrave à leur liberté. Parce qu'il faut le dire, depuis un certain temps, il y a des avocats qui sont traqués simplement parce qu'ils ont pris position par rapport à l'affaire du tribunal. Donc, c'est pas normal. Il faudrait qu'on soit dans un pays où tout le monde a la possibilité de se déplacer, de vaquer à ses occupations sans avoir peur du gendarme. Donc c'est un peu cela. Voilà, on va lire les derniers messages parce qu'on s'achemine vers la fin. Bien sûr, vous pouvez mettre à chaud. Je voulais qu'il faut savoir que le RDP est un grand parti. Il faut regarder, n'est-ce pas,
PCRN. Ça se limite peut-être à un DAO pour moi. Il n'est pas ça. Le PCRN est un parti qui a un impact sur l'ensemble du territoire national. Je parle de mes amis, donc vous êtes mes ennemis. MLC, bon, ils sont au jeu passé aux élections. Et nous assumons, ils sont en train d'aller dans les oubliettes. Allez-y. Bon, dans la politique. C'est cette condescendance du RDPC qui a le problème actuel au Cameroun. Mettre à chaud, si vous dites que le SDF est en train d'aller dans les oubliettes, vous ne serez pas en train de parler d'eux. Parce que quand il est en train de parler c'est un constat, vous devez faire votre constat, je l'ai dit. Non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que c'est un truc. Je ne fais pas de constat. Nous avons toujours pesé de notre poids et vous savez à Yaoundé que si vous avez un opposant sérieux, vous voyez les gens qui s'en vont à l'oubliette. Ils ne sont pas tolérés, ils ne donnent pas. Ils ne sont pas tolérés. C'est à cause de ça que vous allez disparaître. Vous voulez pas, le SDF va disparaître à cette allure. Si c'est des gens comme vous, qui parlent pendant tout le temps. C'est ce que vous voulez faire disparaître les vrais opposants et créer les micro-partis qui vont faire le satellite autour de vous et continuer les travaux. Nous sommes si forts. C'est ça que Marc disait tout à l'heure. Il disait le RDPC. C'est difficile pour vous de créer le satellite. Et maintenant, vous financez les personnes qui n'ont même pas de profil pour faire politique parce que vous voulez tuer. Parce que vous l'avez dit. Merci le chanteur qui décide qui connaît la politique. Même moi, je ne connaissais rien. Même Fonso ne connaissait rien. C'est lui qui connaît. Votre objectif, c'est de tuer le SDF. C'est pour ça que vous dites que vous n'êtes pas en train de mourir. Parce que vous voulez nous tuer. On n'a pas besoin. Depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, si vous avez un sérieux caillou dans votre chaussure, sachez que le SDF est le seul parti qui a la plus... Par contre, si le SDF est un parti, depuis 90, il n'arrive pas à jaillir, il n'est pas sorti l'auberge. Et ça fait un parti. Le passé veut donner terminer le film. Mais là, c'est là de faire un potentiel. Maintenant, vous demandez non, c'est pas un duel entre... Non, il faut être des constats. Vous l'avez dit du peuple. Vous avez dit que le SDF, il n'a pas parlé de c'était notre fief. Mais c'est vous avez paralysé notre fief. On n'est pas en train de faire le bilan ou l'apologie du RDPC. Vous êtes faible, monsieur, vous parlez, vous êtes faible. Non, monsieur. Seulement parler de faible. Vous n'avez pas les moyens. La démocratie, c'est l'égalité des moyens. Vous dites qu'on a paralysé votre fief. L'égalité des moyens à toutes les parties. Je vous en prie. Vous dites qu'on a paralysé votre fief. Donc ça, vous êtes faible. Il faut accepter. Nous sommes prêts à vous aider. Viens à notre école. On va encore vous réformer pour vous dire comment la politique se passe. Parce que nous ne viendrons jamais à l'école des voleurs parce qu'on a tout un gouvernement en prison. Donc Fouldi qui était à l'école était un voleur alors. Non. Il vous enseigne quoi? Non. Vous savez, nous avons tout un gouvernement en prison. Il faut des conséquences de ce que vous dites. Alors nous ne pouvons pas aller à l'école des voleurs. Nous sommes désolés. Fouldi était un voleur. On s'est rendu compte qu'il avait était un voleur. Kabalibi était un voleur. a été un jour un membre du RDPC. On a rien à il a quitté le bateau. Le message qui sont arrivés de la réaction des téléspectateurs, puisque Maître Achou ne veut pas réagir, et qu'Ismaël Domke se force à revenir sur le cas de RDPC. La force de l'ordre la force de l'ordre de soutenir ou protéger encore, mais pour la sécurité des Camerounais et de l'intégrité territoriale nationale, l'armée doit réagir. Bonjour le panel. Que le MRC, SDF et alliés qui ne parlent que du dialogue à tout état de cause nous répondent clairement des questions posées. Doit-on dialoguer avec celui qui veut nous arracher notre charmante épouse, hypothéquant par l'avenir, par nos chers enfants et semons la terreur dans notre concession? Arbi Saïd Sam de Makepe nous envoie un message. Bonjour chers panélistes, heureusement que M. Achou, avocat est du RDPC, il sera confondu au MRC lui aussi, un avocat qui n'est pas du RDPC est opposant surtout du MRC. Les forces de l'ordre, le message est arrivé plusieurs fois. Mes félicitations, M. Fotso, d'avoir éclairé ce propos de Maître Achou qui tourne autour. Bonjour, il n'y aura aucune crise francophone au Cameroun. Si c'est votre souhait, c'est Francis qui nous envoie un message. Francis Bruno Blanc. C'est ça que vous cherchez. Qui respecte, c'est monsieur qui respecte encore les avocats dans son pays. Ce sont les bandits à coups blancs. LTM TV,
prière d'inviter sur votre plateau des personnes bien instruites. On ne va pas continuer à lire la suite de ce message. Bonjour, l'État ne sera jamais soucieux de ses praticiens de droit. Souvenez-vous du procès Yondo Black, maître Bami et maître Tamfo. Discutez vraiment comme un intellectuel. À vous entendre, vous n'avez rien en politique. Le message n'a pas été signé. Voilà pour quelques messages qu'on peut lire. Il y en a tellement qui sont arrivés. Désolé pour ceux dont on n'a pas pu lire les messages. Vous êtes très nombreux à réagir. Merci de nous avoir suivis. La réduction de cette émission, c'est ce soir. J'aimerais répondre. Votre mot de fin, je vous en prie, nous sommes en train de terminer. Et je commence par vous, votre mot de fin. Voilà. Dans cette émission. Rapidement, je vais répondre à ce téléspectateur qui nous demande si on doit réellement dialoguer avec ceux qui ont pris les armes contre certains des leurs. Alors, vous savez, si ça peut concourir à résoudre définitivement ce problème, qu'on le fasse. On a vu au Mali, on a vu au Rwanda, on a vu dans les pays, au Congo, où les présidents ont invité les terroristes pour dialoguer avec eux. Et ensuite, on a vu comment il y a eu apaisement. Si enfin, M. Biya, celui qui est le garant de la paix, celui qui est, je vais dire frauduleusement, si enfin il peut le faire, il peut convoquer ces gens pour dialoguer avec eux. C'est salutaire. Vous avez vu en 2016, quand cette crise a commencé, le premier ministre de Porian Philomon, il était mandaté, il allait à Bamenda pour dialoguer avec eux. Et avec ces gens qui étaient regroupés autour du consortium. Quelques jours après, on les a tous arrêtés, on les a mis en prison. Et donc certains d'entre eux aujourd'hui se retrouvent encore à prison, maître Achou. Voilà une piste de sortie, voilà comment on pouvait éviter cette crise. Mais aujourd'hui, on a des enfants qui sont tués, on a des enseignants, c'est pratiquement difficile pour un parent d'envoyer son enfant à l'école dans cette zone. C'est difficile. Alors, et donc, je vais dire à ces téléspectateurs que si en dialoguant avec ces gens, ça va stopper définitivement cette crise. Oui, qu'on le fasse et on le courage de nous dire la vérité. Et je pense que nous devons faire une rupture épistémologique. Ça veut dire, maître Achou, ça veut dire, mon frère, donc, dire monsieur Ouan, cessez de penser que nous appartenons à une obéissance politique. Nous sommes des Camerounais. Et donc, nous devons cesser de prendre des positions. Nous devons cesser de prendre des positions forcément en fonction de notre politico-politicien justement. Nous devons cesser cela et prendre des positions objectives, dire ce qu'il faut concrètement pour les Camerounais. Si nous sommes pour le retour à la paix, si nous sommes dans des plateaux de télévision, c'est justement pour édifier, pour proposer. Nous avons toujours eu à le faire, mais malheureusement, comme nous sommes dans un gouvernement des barbares, dans un gouvernement des désordonnés, ils ne répondent que par la violence. La preuve en est, vous avez vu, lorsque ces gens ont commencé à revendiquer, lorsque le SDF, lorsque nous avons marché sur des plateaux pour dire, prenons en compte leurs problèmes, lorsque nous avons dit, dialoguons avec ces gens, les gens du RDPC nous ont traités de terroristes, de séparatistes. Ils ont dit non, on ne dialogue pas avec les séparatistes. Et c'est eux les premiers à avoir inventé le mot séparatiste, terroriste, tous ces gens-là. Voilà autant d'éléments qui a créé la frustration, qui a radicalisé ces gens. On aurait pu en éviter. Il est temps que, chers Camerounais, nous fassions justement, comme je disais, une rupture épistémologique. Il est temps que nous repensons à nouveau le problème du Cameroun. Parce que nous sommes aujourd'hui c'est-à-dire nous avons du pain sur la planche en tant que Camerounais, et le Cameroun c'est la seule richesse qui nous reste. En dehors du Cameroun, nous n'avons plus donc. Le Cameroun c'est la seule richesse qui nous reste. Et dénoncer un certain nombre de choses et faire des propositions ne veut pas dire que nous sommes ennemis de la paix. Salut monsieur Idriss, merci d'avoir été là, vous qui représentiez le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bertrand Main. Nous sommes à l'ère de la réconciliation. Il faudrait que tous les Camerounais se réconcilient. C'est pour cela que le PCRN est debout et nous attendons tous les Camerounais dans notre chapelle politique pour un Cameroun qui protège et qui unit les énergies. Merci d'avoir été là, c'est un plaisir de vous avoir. Maître Achou, merci, oui. Vous qui représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, vous avez eu le maillot jaune de l'indiscipline sur ce plateau ce dimanche. Merci beaucoup. Je voulais montrer une chose. Depuis que
les co-parlés sont là. Il ne faut que parler, du RDPC. Quand j'ai parlé seulement de chaque parti, de ce que lui représente à chaque parti également, vous avez vu le tâtonner. Maintenant, c'est moi qui ai... C'est moi montrer qu'on doit éviter, n'est-ce pas, de parler de façon négative, n'est-ce pas, ce que l'autre parti fait. Faites votre proposition. Je dis, laissez le RDPC tranquille. Nous sommes en train d'aller en avant. Vous voulez ou ne voulez pas. On ne peut pas vous laisser tranquille. Vous avez cette partie qui dit... Vous voulez commencer. J'ai commencé à parler de votre parti, ça crée une tollée. Non, mais je disais que c'est pas jamais des autres. Je vais vous montrer que c'est mauvais de parler aux autres quand ce qui concerne les autres. Parlez de vous-même. Vendre votre politique. Vendre ce que vous voulez, n'est-ce pas, à la population. C'est que nous, le RDPC vous fait comprendre. Précisément. Vous parlez de dialogue, cette histoire de dialogue. J'ai dit, le dialogue c'est quoi? Une conversation entre deux personnes et plus. C'est tout. Vous le montant, vous dites que bien frauduleux, vous voulez qu'il sanctionne le dialogue qui décide. Ah ben quand vous êtes de contester sa légalité, sa légitimité, quel est le message que vous faites passer? Que le jour où vous allez gagner le pouvoir, les gens vont faire la même chose contre vous. C'est d'une manière frauduleuse qu'ils le fassent. S'il vous plaît. Nous avons, le Cameroun a créé ce qu'on appelle le centre d'espace de désarmement, démobilisation et réhabilitation. À l'heure actuelle, au moins 400 personnes ont déposé les armes et sont là, ils sont en train de discuter avec le gouvernement, ils sont en train de voir dans quelle mesure pour régler les soucis. Vous voulez, les gens, minimiser cet effet, vous voulez minimiser, n'est-ce pas, cette proposition, cette façon de gérer, n'est-ce pas, ces guerres. Est-ce que vous voulez qu'on fait comme en Éthiopie? N'oublie pas que le président d'Éthiopie, n'est-ce pas, a gagné le prix Nobel de la paix. Mais regardez ce qu'il a dit de faire aux sécessionnistes. C'est ça que vous voulez au Cameroun? Je ne sais pas, pour bien n'est pas comme ça. Il n'est pas sanguinaire, il ne va pas le faire. Mais nous allons faire ce centre-là, le centre est là, n'est-ce pas, pour inviter, n'est-ce pas, les Camerounais qui ont désiré s'éloigner, n'est-ce pas, du bon chemin pour revenir. Enfin, on a proposé la protection à John Fundi et au cardinal et au fond de Banso pour aller là où, avant d'être kidnappés ou torturés là, ils ont refusé jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on dise que l'État n'a pas voulu, l'État n'a pas pu, mais ils ont refusé en pensant qu'eux-mêmes doivent le faire. Les Cisionniers, on les a montré qu'ils ne sont pas les gens du dialogue, ils sont les gens qui aiment la force. Et lorsque l'État va commencer la force, vous allez commencer à dire que l'État utilise la force de façon illégale. S'il vous plaît, soyons sérieux. Il faut noter que ces Cisionniers ont dit, pour venir à la table, si on ne discute pas la solution, viens, on ne vient pas. Vous avez dit comment? Vous avez une telle personne comme ça, comment? C'est notre maître Achou Ismaël, donc votre mot de fin, puisque nous terminons cette émission. Voilà, je voudrais surtout rappeler aux téléspectateurs que le chairman, lorsque on a commencé, lorsque cette sale guerre a commencé, quand on a proposé au chairman la sécurité rapprochée, il leur a dit non, vous ne pouvez pas me proposer à moi seul la sécurité rapprochée, je serai votre complice. Et qu'adviendra-t-il de mes voisins, de mes proches parents et de mes frères et sœurs? Donc du coup, il s'est dit, il n'a pas besoin d'un soutien personnel de Yaoundé, il a besoin du soutien que Yaoundé devrait apporter à tous les Camerounais, donnant à lui le... Vous avez dit que... Alors, il a dit non parce qu'il pensait qu'il n'est pas un super Camerounais, il est un Camerounais au même titre que les autres. Alors, c'est comme vous dites que nous sommes les sociaux-démocrates. Chez nous, au SDF, on pense que chez nous, l'homme est au cœur de notre politique. Si nous avons parlé de dialogue, c'est parce qu'on sait que dans la société, nous sommes dans une société humaine où les hommes doivent se parler entre eux pour pouvoir se comprendre. Le dialogue est la première source de résolution de tout conflit dans la vie. Même dans nos différents foyers, nous connaissons que quand il y a un souci, on doit s'asseoir et parler entre nous. Quand ça ne va pas, on fait intervenir les parents, les amis ou bien même les enfants, s'ils sont déjà grands, pour essayer de nous aider à résoudre nos problèmes. Donc, nous parlons de dialogue. Si on pas accepter à Yaoundé que quand il y a un problème quand la maison brûle, le chef de famille qui est Paul Biya, le chef de famille de Cameroun qui est Paul Biya, doit s'asseoir et discuter avec les enfants. Si les sécessionnistes refusent le dialogue, c'est de la surenchère politique. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs refusé? Alors, oui, nous disons, mais monsieur est terminé. Ils étaient invités. Un peu comme Bertrand Mansour. C'est terminé parce qu'ils disent sur Bertrand
Ismaël, donc merci d'avoir été là. Merci aussi vous qui vous avez regardé à la maison et vos réactions, très nombreux à réagir ce jour. Rediffusion de l'émission ce dimanche, ce qui sera 21h. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour l'envoi des programmes sur les programmes sur la Télévision. Mais est-ce qu'on va dialoguer avec ici?